j'ai jamais rencontré un kiné qui était compétent s'il n'était pas préparateur physique. On est des barbes, on a des barbes et tout, on est costaud, on est tatoués, c'est bon, on va faire des millions d'abonnés. Écoute, moi, au bout d'un an, j'avais 1000 abonnés et j'ai râlé. Mais bon, parce que c'est dur, c'est très dur de faire du contenu. En plus, au début, c'est nous qui montait nos vidéos, c'était n'importe quoi. Des fois, tu sais, on coupait la caméra, tu vois la caméra qui se coupait, tu nous entendais parler dans le noir, tu vois. Enfin, bref. De toute façon, tu as trois choses sur YouTube. Ou tu fais de l'éducation. Et là, franchement, pour prendre des abonnés, c'est très dur. C'est ce qu'on fait, plus ou moins, hein. On essaie d'éduquer les gens. Ou tu fais du divertissement, comme fait Thibaut, tu vois. Ou tu fais du drama. C'est voilà, des bunks, des machins et tout. Voilà. Il y a que... Et eux, ce qui marche le plus, c'est le divertissement et le drama. C'est pas les mecs qui éduquent, hein. Salut à toi, bienvenue dans le Training Therapy Podcast. Je suis Thomas, kinésithérapeute du sport et préparateur physique, et on va passer un petit bout de temps ensemble aujourd'hui pour que tu m'écoutes discuter avec des personnes qui sont toujours motivantes et qui vont t'apporter des choses dans ta pratique sportive ou juste dans ton mindset dans la vie de tous les jours. Si tu te demandes en quoi on peut t'aider, je t'invite juste à cliquer sur le lien qui est dans la description de cet épisode. Tu y retrouveras tous nos e-books gratuits qui te permettront de progresser en mobilité ou de gérer certaines douleurs qui peuvent te limiter à l'entraînement. Allez, je te laisse avec l'épisode du jour. Je te vois parfaitement bien, c'est parti, ça enregistre. T'es un peu, t'as un effet stroboscopique sur toi. Ah, bah alors attends, je Non, mais vais. t'inquiète, c'est pas grave. La Non, vidéo, non, c'est mais pas. je vais le. Laisse-moi faire, je le fais 2 secondes, j'ai pas un éclairage partout là. Je le fais parce que, en fait, c'est l'éclairage, je pense, qui fait ça. On est dans le futur là. Bon, les amis, ça y est, c'est parti avec Clément. Clément qui bouge, qui arrête, arrête pas de bouger. Là, on avait un petit souci sur sa caméra. Je le voyais en transparent. C'était l'homme transparent. Donc, normalement, ça va se régler. Il est parti régler ça, puis on va commencer à discuter ensemble. Vous avez Ça beaucoup devrait être demandé bon. à ce qu'ils viennent, et puis ça va être cool. Ouais, c'est bon, c'est parfait. Parfait, Bon, là je suis. je vois que tu es dans ta salle. Ouais, ouais, je suis dans la salle, c'est là où on enregistre. Tu es bien équipé, là, on dirait un commentateur de l'UFC, là. Ça y est, je suis de Rogan là. C'est exactement ça. Bon, Clément, c'est parti, l'enregistrement est déjà lancé. Moi, je fais pas trop d'intro. On part direct dans la discussion, etc. Déjà, merci d'avoir pris le temps de venir discuter avec moi. C'est cool. J'apprécie beaucoup ce que tu fais. On m'a beaucoup demandé de t'inviter. Donc, c'est avec plaisir que je te reçois sur le podcast. Tu as l'air d'être quelqu'un qui travaille beaucoup, et ça me plaît. Je pense que tu as pas mal de choses à nous partager. On a une passion commune. De toute façon, c'est les sports de combat. Moi, c'est dans mon ADN. On va en parler un petit peu après. Clément, si je devais te demander, pas de te présenter, parce que se présenter, c'est chiant, je trouve, parce que les gens qui veulent en apprendre plus sur toi, ils ont qu'à aller sur ta page et ils vont en apprendre plus sur toi. C'est très rapide, à mon avis, pour comprendre ce que tu fais. Si je te posais une question, qu'est-ce qui te fait vibrer dans la vie? Quel est ton but dans la vie? Qu'est-ce qui te motive vraiment? Voilà, le feu sacré à l'intérieur de toi, c'est quoi? Ben, apprendre, hein. Apprendre tous les jours, me perfectionner, quoi, pour après le transmettre aux autres. Ça, c'est bien. C'est un truc intéressant parce que apprendre, voilà, ça fait grandir, mais transmettre, au final, tu ne perds pas ce que tu as appris. Et tu vois, c'est pas comme si, voilà, là j'ai un micro, je te donne mon micro, bah après il est à toi, je l'ai plus, tu vois. Les connaissances, ça se transmet, ça c'est incroyable. Les gens comme toi qui transmettent de la connaissance, c'est juste génial. Si on devait recontextualiser un petit peu, là tu es dans ta salle, t'es où toi? Alors là, je suis dans ma salle, je suis dans la cage, hein, exactement. En fait, il y a une partie qui est aménagée comme un petit studio. Déjà, je Yes. tenais à te remercier aussi pour l'invitation parce que j'apprécie énormément ton travail. Bah merci, c'est réciproque. Et Donc, du coup, voilà, je suis dans ma structure, c'est là où yes. on enregistre. Donc là, il y a la salle. Là, au-dessus, là, tu vois le ring. Et après, à côté, il y a les sacs. Et de l'autre côté, l'autre partie, je ne sais pas si tu as vu, mais on a une salle de préparation physique avec des outils très particuliers. Et donc, il y a Fred qui est en train de coacher des personnes là. Il est en train Ouais, de bien sûr, coacher un combattant d'ailleurs. j'ai regardé justement un petit peu comment était disposée la structure. Ça a l'air grave stylé. Moi, j'aime bien les trucs un peu qui sentent le travail, tu vois. C'est pas une salle commerciale, quoi. Enfin, Ah oui, c'est une salle de t'as bien passionnés. compris ce que D'ailleurs, je voulais dire, ouais. il n'y a pas d'accès libre, c'est que des cours privés, tu vois. Avec, voilà, et on sélectionne un peu les individus aujourd'hui. On a la chance Comment de tu... pouvoir Ouais, sélectionner, tu vois. bah ça, c'est génial. Comment tu définirais ton taf aujourd'hui pour quelqu'un, voilà, qui sait pas ce que tu fais directement comme taf? Comment t'expliquerais ce que tu proposes? Aujourd'hui, on fait des cours particuliers, beaucoup, mais là où moi, je me perfectionne, c'est vraiment sur le coaching en ligne. J'aime beaucoup me documenter, le transférer à mes élèves, les accompagner. Et on va dire vraiment, je pense aujourd'hui, je suis plus un professeur, tu vois, réellement. Après, je pratique tous les jours, je coach tous les jours en physique, hein, je parle. Mais là où je prends le plus de plaisir, c'est à apprendre et à retransmettre réellement. Je pense que vraiment,
Aujourd'hui, je pense que ce qu'on peut dire, c'est que j'ai plus le statut de professeur, tu vois. En tout cas, auprès de mes élèves et auprès des gens que j'accompagne, parce que j'accompagne pas mal de coachs aussi. Je prépare pas mal de coachs, en fait, aussi. Donc, j'ai beaucoup de coachs qui me contactent aussi pour que, en gros, faire un échange d'expertise, tu vois. Mais voilà, je me définirais plus comme ça maintenant. D'ailleurs, je pense qu'à la base, tu vois, quand j'étais à l'INSEP, c'est ce que j'avais demandé à mon prof. Je voulais être prof, en fait, à la base. Tu vois. Enfin, j'avais ma structure déjà, hein. Parce que moi, quand j'ai fait un cursus très particulier, je viens du cursus professionnel. Donc, j'ai passé un DE, après, j'ai passé un DES, c'est à l'INSEP. Et j'ai repris le cursus universitaire par le DES. Et en fait, quand je suis arrivé dans le cursus universitaire, j'avais déjà ma salle. Donc, en fait, tout ce que j'apprenais, tu sais, au niveau de la quantification de la charge d'entraînement, comment utiliser les outils pour avoir des feedbacks, des accéléromètres, des EMG et tout, j'avais ma structure pour le tester déjà, directement. Je n'avais pas besoin d'aller dans un centre de recherche. Donc, ça, c'était génial. Et du coup, après, bah, automatiquement, comme j'avais déjà ma structure, je ne pouvais pas me diriger vers le métier de professeur, tu vois, d'enseignant dans les sciences du sport. Mais j'ai toujours eu ça dans le coin de ma tête et je pense qu'avec ben, l'outil Internet maintenant aujourd'hui, hein, comme tu fais toi par exemple, ben, tu peux communiquer à un plus grand nombre de personnes, tu peux échanger avec eux et tu n'es plus limité. Tu peux être prof, tu vois, dans une cage par exemple, tu vois. Et ça, je trouve ça génial. On n'est plus limité en fait, grâce à l'outil d'Internet. Du coup, tu n'es plus obligé d'avoir un poste affecté dans une fac ou, tu vois, je sais pas, dans n'importe quel cursus professionnel, quoi, dans un CREPS, peu importe. Ouais, c'est vrai que ça offre une liberté bah, assez importante. Et puis, tu peux toucher toute la francophonie si tu parles que français. C'est déjà pas mal. Toi, tu es dans le sud, si je dis pas de bêtises. Oui, je suis à Montpellier. Je suis à Palavas-les-Flots exactement. Je suis juste à côté. D'ailleurs, la salle est à peu près 100 ou 150 mètres de la plage. Donc Est-ce ça, que tu c'est te cool, sers tu vois. du sable un petit peu pour la prépa physique? Avant, oui, moins maintenant, mais parce que maintenant, on a des outils assez sympas, donc moi, on y va un petit peu moins, mais après, on y va surtout pour passer, tu sais, pour faire du chill, quoi. Tu vois, on y va cool. Ouais. On va se baigner, voilà. Après, l'entraînement se fait toujours Ouais, plaisir. c'est plutôt sympa, tu vois. Après, non, avant, oui, au début, on faisait quelques circuits sur le sable, on a s'entraîné sur le sable et tout, mais maintenant, on y va quand même moins. Donc, je recontextualise un peu pour ceux qui ne te connaissent pas directement. Tu es entraîneur, préparateur physique. Je ne sais pas comment tu vas définir ça, parce qu'à mon avis, tu as les deux versants surtout les sports de combat. Je pense de manière globale. Tu fais pas que du MMA, à mon avis. Non, non, je fais tous les sports et même, on va dire qu'aujourd'hui, c'est 50-50. J'ai autant de sportifs qui ne sont pas issus des sports de combat que de Ok, sportifs qui sont issus d'accord. Je pensais que des c'était sports de vraiment combat. spé maintenant. Je savais qu'avant, il y avait un panel un peu plus large, mais je pensais que maintenant, tu faisais plus que du sport de combat. Non, 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 je prépare tout. Je peux préparer. Ben là, tu vois, j'ai un rugbyman du top 14 qui s'est blessé. Donc, je vais faire sa réhab. Donc, il débarque dans pas très longtemps, là, Guillaume Galtier, qui s'est fait mal au péroné, malheureusement. Et, mais après, j'ai de tout. J'ai Andy Delors, tu vois, par exemple, qui est joueur de Ligue 1. Enfin, tu vois, j'ai vraiment de tout, tous les profils. J'ai des karatékas, j'ai un strongman aussi. Là, j'ai un mec de la force athlétique qui m'a contacté tout à l'heure. Non, non, j'ai vraiment tous les profils des footballeurs. Aujourd'hui, j'ai vraiment. Tu vois, et en plus, j'aime bien, ça m'intéresse, tu vois, de Mhm. me documenter encore plus. J'ai beaucoup de personnes aussi tu sais, qui passent les concours de gendarmerie, de police, de groupe d'intervention et tout ça. Ça, par contre, j'en ai vraiment beaucoup. T'es issu de quel sport, toi, à la base, personnellement? Alors moi, je suis issu de la boxe. Après, je suis parti bien sûr vers le MMA, hein, mais mon tout premier sport, c'était la boxe, hein, donc la boxe thaï. Après, j'ai fait de la boxe anglaise. J'ai eu la chance de combattre dans toutes les disciplines. Je dis que c'est une chance parce que ça m'a permis de découvrir en fait les logiques internes de ces disciplines et les contraintes du coup qui sont liées. Et ensuite, après, à l'âge de 19 ans, j'ai bifurqué sur le MMA. Et enfin, j'ai bifurqué sur le jiu-jitsu brésilien, parce qu'il n'y a pas de club de MMA. Et à partir de là, en fait, j'ai mêlé les sports de percussion avec les sports de préhension. Parce que jiu-jitsu brésilien, donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est les clés de bras, enfin, tout ce que vous voyez un peu, toutes les phases au sol, les phases de lutte et tout en MMA. Et après, d'ailleurs, j'ai commencé à mêler tout. Et du coup, j'ai créé mon club il y a pratiquement 15 ans maintenant, en 2007, parce que je me suis rendu compte que j'étais un gros travailleur, mais je n'étais pas extrêmement doué, tu vois. Donc, en fait, ben, j'ai vu que je n'avais pas performé. Par contre, j'avais de la fibre pédagogique, tu vois. J'arrivais à mener les gens, à leur expliquer, enfin, du coup, à emmagasiner l'information, arriver à la traiter et à la transférer. Parce que je n'arrivais pas à faire spécialement en compétition, tu vois. Du coup, par contre, dans l'enseignement, je n'avais pas trop de difficultés pour ça. Et en fait, voilà, c'est ce qui m'a fait bifurquer en premier en tant qu'enseignant de MMA. Parallèlement, mon père, moi, il a une salle de musculation. Tu sais. Donc, lui aussi, c'était un boxeur, mais il avait une salle de musculation avec ses frères. Et donc, j'ai baigné dans la prépa physique très axé bodybuilding depuis que je suis tout petit. Mais voilà, après, bien sûr, j'ai eu des préparateurs physiques qui m'ont nourri, mais j'ai toujours été passionné. Je suis né de la préparation physique, en fait, en quelque sorte. Yes, alors tu as dit plein de trucs que j'avais déjà préparés dans ma tête sur des questions que je voulais t'amener. Je vais rebondir sur le premier truc que tu as dit. Allez, t'as quel âge maintenant déjà? 38.
Je suis Ok, vieux maintenant, donc je suis vieux, je suis vieux. On est foutu là. ça va, ça se voit pas, ça se voit pas. À l'époque, 19 ans, tu te mets au MMA, donc tu commences à mêler un petit peu ces sports. C'était pas aussi famous que maintenant. Maintenant, tout le monde connaît l'UFC, tout le monde regarde ça, c'est devenu normal. Alors, moi, étant issu du judo, il y avait beaucoup de mecs qui faisaient du pancrace, etc. à l'époque. Donc, en fait, pour moi, ça n'a jamais été. Tout le monde voyait le MMA comme illégal, genre on n'a pas le droit de faire du MMA, en fait, mais il y avait déjà des mecs qui en faisaient, mais c'était juste qu'il n'y avait pas le terme MMA qui était officialisé, arts martiaux mixtes. Comment tu as vécu justement ce switch? Est-ce que tu as vu un changement dans ta profession, plus de gens qui sont arrivés pour faire de la prépa, etc. C'était il y a 2 ans, je crois, quand ça a été, Oui, à peu près. Oui, entre parenthèses, officialisé, même si ça veut pas dire oui, grand-chose. légalisé quoi, Ouais, au niveau ouais. des compétitions. Est-ce qu'il y a eu un changement, toi, en termes de clients, en termes de vision là-dessus, ou pas du tout? Ah oui, ça a totalement changé. Ça n'a plus rien à voir. Il y a eu d'un coup, je te jure, ça a été un truc de fou, quoi. Alors, il y a eu des points positifs, mais il y a eu également des points négatifs, hein. Mhm. C'est-à-dire qu'à l'avant, on n'était que des passionnés, tu vois, que des gens qui connaissaient le sport. Donc, en fait, c'était très dur déjà, tu l'as bien souligné, c'était extrêmement difficile déjà de trouver des clubs de MMA. C'était encore plus dur de trouver des gens qui enseignaient le MMA. Parce qu'en fait, on me faisait tout et n'importe quoi, hein. Moi, j'allais à la Exactement. lutte, j'allais faire de la lutte à 7, j'ai fait du judo un petit peu aussi. Et du coup, voilà, on faisait ce qu'on pouvait, quoi. On avait plusieurs clubs, on était obligé de jongler, comment tu veux faire? On n'avait pas les moyens d'aujourd'hui. Et ensuite, effectivement, ça a commencé à se populariser, ça a commencé du coup surtout à être surmédiatisé. Mais là, depuis 2 ans, ça s'est littéralement transformé. D'ailleurs, j'en parle dans une vidéo sur ma chaîne où j'explique que le changement, là, ces 2 dernières années, je te jure, ça a fait fois 50 par rapport à ce que j'avais pu connaître. Je le vois dans les commentaires. Il y a des mecs, des fois, ils te reprennent. Tu te dis, mais c'est pas possible, il connaît pas, il parle pas de MMA, ce mec, il parle de quoi quand il me parle? Ah, mais ça, Et c'est en fait, c'est. parce que tu commences à être connu, ça, c'est pour ça. Mais non, non, mais c'est pas ça, c'est que surtout, tu te rends compte que avant on les avait pas ces commentaires. C'est-à-dire que les gens qui venaient commenter ma chaîne au tout début, c'était des gens qui suivaient le MMA. Donc en fait, ils connaissaient le grappling, c'était souvent des pratiquants. Voilà, ils savaient. Là maintenant, c'est du monsieur, madame, tout le monde qui suit le MMA. Tu sais, c'est du chaland, quoi. Mais comme le foot, comme le basket, comme tout, hein. Moi, pareil, quand je commente le foot, je ne connais rien au foot. Mais toi, pareil, on est là tous les deux, on va dire, oh, c'est nul, il est nul, qu'est-ce qu'il fait? C'est pas dribbler. Mais un entraîneur de foot, il va dire, mais qu'est-ce qu'il raconte, lui? C'est même pas une dribble qu'il fallait qu'il fasse, hein. Tu vois? Mais pour nous, ça nous paraît, mais ben, dans le MMA, on vit pareil. Alors au début, je me disais, mais c'est pas possible et tout, mais attends, ils se sont donné le mot là, tous les fous de venir. Et en fait, non, c'est normal, c'est que c'est des passionnés, c'est des gens qui découvrent notre discipline parce que maintenant ça passe sur l'équipe, sur Canal, un peu partout. Donc automatiquement, des fois, ils vont te dire des trucs. Par exemple, ils vont croire en voyant un mec qu'il n'est pas fort au sol, tu vois, alors que le mec est fort au sol, mais eux, pour eux, comme le mec, il bat tout le monde debout, ils vont te dire, non, mais il est nul au sol, tu vois, voilà, ils font des raccourcis comme ça. Mais que moi, je vais faire pour le même, pour le basket, parce que je ne connais pas, je vais faire exactement les mêmes, hein, ça m'en rendre compte. Et du coup, ça, c'est vrai qu'au début, c'était perturbant. Mais maintenant, c'est tout à fait normal. Le MMA d'aujourd'hui, tu le vois bien, toutes les chaînes, regarde, tu as vu tous les médias qui se créent de MMA. Des fois, on m'envoie des vidéos sur YouTube de chaînes donc de MMA qui se montent. Je ne les connaissais même pas, alors que moi, je suis passionné de MMA. C'est-à-dire que là, on m'en a envoyé 2 dernièrement. Là, il y a un mec qui fait des trucs, je ne sais plus combien, je ne sais même plus son nom, tu vois. Mais pareil, il fait des podcasts et tout. Je n'avais jamais entendu parler de ce gars-là. Il fait des super podcasts. Et en fait, il y en a plein. Franchement, je ne sais plus où donner de la tête, en fait, aujourd'hui. Et c'est pas fini, hein. C'est que le début, quoi. Attends, regarde Bercy. Moi, tu étais à l'UFC Paris, tu as pu venir ou Non, pas? non, j'ai pas pu y aller, Bon, non. Bercy, quand j'ai dit à Fred, bon, les places sont chères, t'inquiète pas. En plus, on pensait qu'Abdoul, notre combattant, allait y être, tu vois, allait être appelé par l'UFC, donc il allait signer. On était quasiment sûr. Malheureusement, ils n'ont pas trouvé d'adversaire, ça a été compliqué. Et du coup, on n'a pas pris de place, nous. On s'est dit, bon, mais il va en rester. Attends, c'était, je ne sais plus combien les places le plus bas. Ça a été vendu en 15 minutes Mm. à l'Accor Arena. Non, mais attends, on marche sur la tête, hein. Ils ont rempli l'Accor Arena en 15 minutes, l'UFC. Je dis, mais c'est pas possible, il y a autant de fans de MMA que ça en France, hein, qui sont prêts à. Et en fait, quand on est arrivé là-bas, pareil, quand on est arrivé là-bas, on a pris, mais peut-être, je ne vais pas te dire de bêtises, mais on a dû prendre 200 ou 300 photos avec des gens qui venaient, oh, Marcou, machin, nous prenait des photos avec nous. Tout. Je dis, mais c'est pas possible, Fred, attends, c'est mon associé qui est avec moi là. Je dis, mais Fred, quand même, il y a un truc qui se passe. Et je voyais Abdoul, pareil, il était sur les plateaux télé en haut, et il prenait des photos avec tout le monde et tout. Ah, mais c'est un truc que ça. Attends, comme tu dis, on a connu le pancras. Attends, je combattu en Suède, moi, en co-main event pour 200 euros, s'il te plaît. Et toi, tu me parles de trucs, les mecs, ils sont sur l'équipe devant des millions de téléspectateurs. Enfin, c'est un truc de fou, quoi. Ça n'a plus rien à voir. Ça n'a plus rien à voir. Ça a explosé, littéralement. Ça coïncide aussi pile poil avec bah,
le fait que Cyril commence à être top, voilà, au top de l'UFC, etc., c'était pile poil à ce moment-là. Donc, tu vois, ça met un engouement vis-à-vis des Français qui vont forcément supporter leur champion et tout. Donc, c'est bien en vrai. Enfin, c'est bien. Je trouve que Ah ça oui, oui. se. Tu vois, moi, avant, j'avais beaucoup de débats parce que j'étais un des seuls de mon entourage à regarder ça parce que vraiment, pour moi, c'est la définition ultime de l'athlète, hein, le combattant de MMA parce qu'ils savent tout faire. Tu vois, c'est vraiment quelque chose que j'admire énormément. Les gens, ils étaient là, ouais, non, mais il y a des frappes au sol. Tu vois, il y a 10-15 ans, Ah oui, oui, c'était mais mal t'as vu. Hein. raison. Ah, grave. C'était Bah, mal vu. Hein. c'est un truc de fou. Hein. Et maintenant, c'est normal, en fait. C'est devenu normal et tout le monde kiffe ça. Et c'est intéressant. Je trouve que c'est un phénomène un peu sociétal qui est cool, mais qui forcément amène des points positifs et négatifs, comme tu as dit. Je voyais là que tu fais des vidéos, enfin, tu fais des vidéos, des mini-podcasts, vidéos, je sais pas comment tu appelles ça, tous les jours sur YouTube, là. Ouais, 2 par jour, à peu près. Ah, t'es chaud. Hein. Mais Je vois. c'est ce que je kiffe en ce moment, tu vois. En Ouais, fait, ouais, c'est-à-dire mais que moi, ça je prend fais du temps. Ah oui, oui, bah, tu le sais, hein, les contenus YouTube. Et c'est pas rentable du tout, YouTube. Hein. Les gens qui s'imaginent comment on ne sera pas les nouveaux Thibaut InShape, je te le dis. Hein. Non, mais parce qu'après, on fait de quand tu fais de l'éducatif, de toute façon, tu as trois choses sur YouTube. Ou tu fais de l'éducation. Et là, franchement, pour prendre des abonnés, c'est très dur. C'est ce qu'on fait, plus ou moins. Hein. C'est d'éduquer les Hmm, gens. bien sûr. Ou tu fais du divertissement, comme fait Thibaut, tu vois. Ou tu fais du drama. C'est voilà, des bunks, des machins et tout. Voilà. Il y a que... Et eux, ce qui marche le plus, c'est le divertissement et le drama. C'est pas les mecs qui éduquent. Hein. Moi, je vois des chaînes comme toi, hein, de kiné, etc. Mais ils font 200 vues, les pauvres, tu vois. Quand je vois des conférences médicales en live, des fois, on est 7. Tu sais. Donc, je me dis, mais pourquoi même ils partagent sur YouTube? C'est quoi l'impact, tu vois? Et en fait, c'est normal, c'est normal. Et du coup, bon, après, des fois, tu sais, tu passes de l'un à l'autre. Hein. C'est-à-dire que Thibaut, il fait de l'éducatif tout en faisant du divertissement. C'est pas un jugement que je fais. Mais c'est vrai que les gens, des fois, ils ont une idée. Ils se disent, oui, si tu te mets sur YouTube, ça va être rentable et tout, mais c'est compliqué. Et donc, voilà, ouais, on essaie de produire énormément. Donc, le matin, je fais une petite truc d'actu qui marche pas trop mal, que les gens affectionnent. Je le mets sur toutes les plateformes. Et après, le soir, ben là, tu vois, hier, on a mis une FAQ. Ce soir, on va parler. Ce soir, on publie une vidéo en fait sur est-ce que les grands combattants payent leur entraînement, tu vois. Parce que j'ai eu beaucoup de remarques sur le sujet. On va parler de Pereira, tu vois, qui s'entraîne chez Glover, etc. Et on va revenir sur ça et je vais expliquer, ben, nous, par rapport à notre expérience personnelle, on n'a jamais eu de problème à être rémunéré par les grands champions, mais non, au contraire. C'est souvent eux qui sont les plus généreux. C'est souvent le mec qui est plus sur un niveau intermédiaire ou petit athlète que tu dois avoir aussi dans ta structure, hein, qui lui croit, il démarre sa carrière, il pense que tu lui dois tout, tu vois, toi en tant que préparateur ou kiné ou peu importe. Alors que le grand champion, en général, au contraire, il va vraiment respecter ton travail et il va. Tu vois. Ça, c'est vrai qu'on l'observe aussi. Et je vais en parler du coup dans cette vidéo. Voilà, c'est le sujet de ce soir. C'est vrai, je pense que c'est une question d'éducation de chaque personne, en fait. Tu vois, c'est juste des gens qui ont le Oui, bien sens sûr. des bonnes valeurs, etc., et qui te payent pour ton travail. Enfin, c'est juste logique. Mais oui, oui, les gens font vite des raccourcis aussi là-dessus. C'est intéressant. Alors, c'est pas une question, une attaque sur ton âge, mais tu nous as dit que t'es un peu plus vieux que moi quand même. Comment tu fais pour, toi qui n'es pas né avec les réseaux sociaux, bon, moi non plus, j'ai 28 ans, donc j'ai commencé vers 20 ans, tu vois, parce que c'était, voilà, les téléphones et tout, c'était à ce moment-là. Comment tu fais pour gérer ça si bien, avoir autant de visibilité, bien manier les outils et tout, parce que c'est pas facile en vrai, hein. Franchement, c'est un C'est vrai super travail. dur. Pour manier toutes les plateformes et tout, ça demande vraiment une adaptation et un taf dessus. C'est pas si simple que C'est ça. c'est super dur. Comment tu fais? Eh ben, en fait, je fais comme j'ai pris les mêmes mecs. En fait, l'école en France, elle est extraordinaire pour une raison. C'est que l'école en France, enfin, ou dans le milieu francophone, je parle, hein, elle t'apprend à apprendre. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas, elle va te donner réellement un contenu qui va être extrêmement intéressant. Par contre, elle va te donner une capacité d'apprentissage et de savoir comment t'organiser pour apprendre. Et donc, du coup, je fais exactement comme quand je fais. Moi, en fait, ma journée, je vais regarder 2 heures d'articles scientifiques sur les sciences du sport. Et je te dis une bêtise, mais je vais regarder pendant une demi-heure comment développer TikTok, comment développer Instagram, comment développer faire tes propres contenus, comment faire du streaming. Fait, tu vois, là, je me forme. Je suis obligé parce que on est très vite dépassé. Je vais t'expliquer une anecdote qui est très marrante. C'est que quand Thibaut a démarré, Thibaut InShape, moi, je crois que quand il a commencé à exposer, c'était déjà à l'INSEP. Tous les coachs, on se foutait de lui. Je dis, mais attends, mais quand même, qu'est-ce qu'il fait, ce mec énorme, c'est qu'il débarque. Et on l'a tous un peu négligé, tu vois, un peu méprisé, en quelque Comme tout le sorte. monde, comme tout le monde. Ouais, ouais, comme tout le monde. Et du coup, on l'a pas calculé. On s'est dit, non, mais attends, il est fou, énorme et sec, machin et tout. Il faisait le bête et tout. Et maintenant que je suis sur YouTube, et toi, je pense que c'est pareil,
Mais j'ai un respect pour Thibaut. Mais tu peux même pas t'imaginer quand je vois les qualités de ses vidéos. Là, pendant 10 ans, il a publié 3 vidéos par semaine de qualité qui étaient quand même assez exceptionnelles. Toutes les plateformes elles ont un contenu différent sur Snap, sur TikTok, sur Insta. Il fait du contenu pour chaque plateforme. Je ne sais même pas comment il fait le mec. Et là, maintenant, je sais le travail qu'il y a derrière. Parce qu'au début, tu te dis, toi, il pose une caméra. Moi, je pensais que c'était ça. Moi, je me suis dit, attends, c'est bon, je vais mettre sur YouTube, tu vas voir. Je vais avoir 1 million d'abonnés. Attends, je lis des articles, j'ai une salle. On est des barbes, on a des barbes et tout, on est costaud, on est tatoués, c'est bon, on va faire des millions d'abonnés. Écoute-moi, au bout d'un an, j'avais 1000 abonnés. Et j'ai râlé. Mais bon, parce que c'est dur, c'est très dur de faire du contenu. En plus, au début, c'est nous qui montait nos vidéos, c'était n'importe quoi. Des fois, tu sais, on coupait la caméra, tu vois la caméra qui se coupait. Tu nous entendais parler dans le noir, tu vois. Enfin, bref. Et non, et t'as des mecs qui. Non, non, c'est très, très dur. Et du coup, voilà, c'est ça qui m'a forcé, en fait, à me documenter pour répondre à ta question. Et j'ai dit, il faut pas que. Tu sais, le train, je pense que c'est comme toi. Le train, il passe qu'une fois. Je pense que si tu ne montes pas dans le train, au moment où il passe, on va être oublié. Et Olivier Boyer disait un truc très intéressant. Tu vois qui c'est, Olivier Boyer, le préparateur Ouais, bien physique? sûr, je l'ai eu sur le podcast, ouais, bien sûr. Super. Eh bien, Olivier Boyer disait, ça sert à rien d'être le meilleur entraîneur si personne ne le sait. Et pour moi, ça résume tout. C'est-à-dire, à quoi ça sert que moi, je suis là dans mon ermite, j'avais cette salle, ça fait longtemps qu'on l'a. Les gens, ils l'ont découvert il n'y a pas très longtemps, mais parce que c'est notre faute. On partageait rien. Mais on fait partager Mhm. 3 photos par an. Non, et on l'a fait découvrir et maintenant, on a des messages de tout le monde. C'est ce qui me permet d'échanger avec toi. Ça, c'est génial. Bien sûr. C'est génial. Bien sûr, ça ouvre un monde, enfin une facilité de communication qui est différente, mais c'est très intéressant. Mais toi, t'es chaud, hein. Euh, Quand j'ai vu tes réels, t'es chaud, hein. Ah, ouais, t'es chaud, ouais. toi. Moi, je fais tout seul, hein, pour l'instant, hein. Ah, Enfin, tout seul. On est deux, hein, évidemment. ben Il y a oui, Simon bon, qui de est pas là, toute mais façon, on est des bricoleurs, hein. On est des ouais, ouais. bricoleurs. Après, Mais on n'a pas. franchement, Tu vois, c'est comme toi. Je trouve que après, il n'y a pas d'histoire de mérite ou pas de mérite, mais je trouve que tu et nous, on mérite plus vis-à-vis de la qualité du contenu, tu vois. Mais comme tu as dit tout à l'heure, c'est pas assez drama, c'est pas assez putaclic pour ramener plus de monde. Je sais pas si tu es, d'accord ah, avec moi. je te dis, j'ai un exemple qui est très simple. Je sais pas si tu connais le Corona Gym. Si, ouais, Bon, carrément. eh ben, le Après, Corona, je suis pas, tu vois, mais j'ai vu passer les petits c'est jeunes, ils sont pareil. marrants, ils Voilà, ont c'est pareil, ils leur sont truc, quoi. marrants. Et en fait, on avait le même nombre d'abonnés quasiment au début, Mhm. à peu près. Et j'ai dit, Fred, ils vont nous exploser, les mecs. Oh, bah, c'est Regarde sûr, hein. bien. Et là, j'ai vu crise cardiaque. Là, j'ai vu hier, tu sais, leur miniature, un mec est mort, je sais pas où, là, dans la salle. C'est pas vrai. Mais il faut tout le monde clique. Et en fait, ils ont, ben, eux, en tout cas, c'est leur génération, donc les réseaux sociaux. Donc ça, ils Bien sûr. maîtrisent l'outil. Mhm. Et ben, du coup, ils vont performer. Ils vont marcher, c'est sûr. Tu sais, ils ont compris, ils font du spectaculaire et tout. C'est une bande de potes. En plus, c'est des mecs qui ont l'air super cool. Non, non, ils ont créé une identité. Après, nous, on est plus peut-être dans. euh, on va amener plus d'éléments, on Professionnel, va quoi. dire. Voilà, c'est Ouais. plus professionnel. Mhm. On s'adresse pas aux mêmes personnes, on va dire. Tu vois. C'est Eux, sûr, c'est c'est vraiment sûr. c'est du divertissement, quoi. Mais c'est cool. Mhm. C'est cool. Et eux, par contre, tu vois qu'il y a quand même un choc générationnel avec nous. Avec nous deux, par exemple. Tu vois. Moi, je le ressens à travers les vidéos. C'est des mecs qui maîtrisent la nouvelle communication qu'on peut retrouver sur Internet, tu vois. Et je me dis, ces mecs-là, ça doit être quoi? Tu vois, moi, je suis de 94, ça doit être des mecs qui sont nés en 2000, à mon avis. Oui, oui, Tu oui. vois, ouais, on n'a pas tant de différence que ça, mais c'est sûr que eux, ils sont nés avec l'iPhone dans la main, tu vois. Enfin, j'exagère, hein, Ouais, mais ouais, voilà, c'était non, non, un peu plus inné. Moi, tout est calculé avec ce que je fais sur mon téléphone parce que c'est un poison aussi, hein, cet outil-là, là, il peut te rendre fou. Donc, mm. moi, j'essaie de bien calculer dessus. Justement, vu que ça fait énormément de taf, énormément de contenu, en plus, à côté, tu travailles vraiment, tu n'es pas que créateur de contenu, hein. Est-ce que tu fais ça tout seul ou est-ce que tu te fais aider sur ces médias-là par voilà, des monteurs, des caméramans, etc. Alors, je sais pas si tu as vu, mais il y a 2 formats sur notre chaîne. Il y a un format qui, lui, est réalisé par un réalisateur. Donc, c'est tout ce Mhm. qui est des vidéos, un entraîneur qui s'entraîne, etc. Ouais. Où il y a Abdoul aussi. Bon, ça, c'est un vrai réalisateur qu'on paye, hein. C'est celui qui s'occupe du club de foot de Montpellier Hérault, bon, Yaps. Et après, tous les contenus, donc on produit tous les jours, tous les podcasts et tout, c'est nous. Bon, après, ça, c'est que nous. Et Fred, il fait les miniatures, quoi. Bon, on est deux, mais en gros, c'est moi qui fais quasiment tout, quoi. Après, ce qui se passe, la chance qu'on a, et je pense que tous les deux, on a cette chance-là, c'est comme on travaille sur le terrain, on n'a pas besoin de notes, en général. On n'a pas besoin non plus de prompteurs, comme tous les mecs qui lisent, en fait. Tu as beaucoup Ouais, de parce que mecs, tu, pourquoi tu ils maîtrises perdent ton du temps? sujet. Ouais. Mhm. Voilà, comme les gens, il y a énormément de personnes qui perdent du temps, c'est parce qu'en fait, ils ont des notes sous les yeux. C'est pour ça que pour les gens qui nous écoutent, hein, vous allez voir beaucoup de coupures dans leurs vidéos. C'est-à-dire qu'ils vont parler, ils vont dire la créatine monohydrate, poum, ça coupe. Tu vois, papa, C'est ça, vrai, ils c'est vrai. enchaînent. Voilà, donc, je sais pas, nous, on le remarque. Mais alors que moi, c'est d'un trait mes vidéos. Quand je parle de science, je m'enregistre, je mets des images, je les illustre, etc. Mais je parle d'un trait. Un peu comme si j'avais un PowerPoint, tu vois. Mais ça, parce que je suis quelqu'un du terrain à la base. Donc, quand tu le fais tous les jours, tu n'as pas besoin de faire des montages dynamiques. Tu vas expliquer tout simplement. Un peu comme fait Michael Gundil, hein. Gundil, lui, carrément, il filme son écran, hein. Mais il maîtrise tellement son sujet.
qu'il n'a pas besoin de notes. Des fois, tu as des mots qui vont t'échapper, mais ce n'est pas très grave en soi, parce que c'est quelque chose que tu fais au quotidien. Donc, tu sauras toujours répondre à certaines problématiques. Et souvent, un autre truc que je rebondis, c'est que tu vas voir que ces personnes qui sont très fortes en montage, le jour où tu vas les avoir toi en podcast, ou quelqu'un d'autre sur un autre podcast, tu vas t'apercevoir que leur niveau est totalement différent de ce que tu pouvais penser quand ils tournaient des vidéos. Ouais, c'est Ça possible. aussi, ça je l'ai Mm. remarqué, ça. Ça, j'ai Mm. remarqué qu'il y a des mecs, je me dis, mais attends, c'est pas le même mec, quoi. Et si tu as des études, des machins et tout, tu l'écoutes en podcast, c'est beaucoup plus light, quoi. Tu vois. Mm. Mais parce que c'est difficile hein, de faire un one-shot comme on fait là en podcast. Tu connais pas les questions, tu dois répondre avec ce que tu sais et ce que tu fais surtout. Bien sûr. Puis, enfin, tu vois, moi, j'ai même pas de questions. Je me suis juste dit dans ma tête, tiens, j'ai dû parler de ça, ça, ça. Moi, je mets jamais de questions dans les podcasts. Je sais que les gens que j'invite, ça va être fluide, tu vois. Vraiment, on pourrait discuter 10 heures sans s'arrêter et la discussion est fluide parce que c'est des gens qui connaissent leur sujet et qui sont intéressants. Pas des gens qui s'inventent une vie ou des connaissances. Je rebondis sur le montage, là. Tu vois, tu m'as dit que mes vidéos étaient bien. Ce qu'on faisait, c'était chaud. Au final, tu vois, je filme one shot aussi. Je bégaye très peu parce que, pareil, je maîtrise mon sujet. Mais je cut quand même pour faire des parce que Oui, c'est bien ça sûr. qui fonctionne malheureusement aujourd'hui. Quand ça va vite, tu vois, quand c'est agressif, qu'il n'y a pas il y a pas de cut entre les phrases, il n'y a pas de blanc du tout, il n'y a pas de respiration. Les gens regardent plus. Le temps d'attention des gens aujourd'hui sur les réseaux sociaux, il est très limité parce qu'il y a tellement d'informations partout et ils savent plus quoi en faire. Il faut que ça aille vite et c'est pour ça que les formats comme TikTok et tout, ça a explosé depuis plusieurs mois, plusieurs années, peut-être même maintenant. Et je pense que ce qui est dur pour nous, tu me dis si je me trompe, hein, mais pour nous, ce qui est dur, c'est d'arriver à rester pédagogue. Enfin, ça, on arrive à rester pédagogue, mais en faisant quand même un peu du mini-divertissement, dans le sens où on sait qu'il y a quand même besoin de ça pour que les gens restent accrochés. Alors forcément, il y en a qui sont hyper intéressés par ce qu'on fait et qui veulent vraiment creuser le sujet. Et eux, généralement, bah, ça devient plus des clients qui suivent les formations ou autres. Mais la plupart des gens, pour les accrocher quand même, il faut qu'il y ait un peu de pas du fun tout le temps, mais un petit truc, tu vois, un petit truc un peu plus facile d'accès. Je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais je trouve que Ah ça, oui, oui, c'est difficile. Mixer ça, c'est pas facile et c'est ce que j'essaie de faire au mieux tous les jours, mais c'est pas simple. ah ben, c'est pour ça que je te dis que j'ai un respect éternel pour Thibaut InShape. Non. C'est un monstre. De ce côté-là, c'est un monstre. Ce Il qu'il a fait, t'accroche. ouais, ce Il qu'il a fait, c'est t'accroche. incroyable. Il t'accroche direct. Il t'accroche direct. Trois mots, il t'accroche. Et c'est là où il est fort. Mm. C'est pas le fond, lui. C'est la forme où il est monstrueux, en fait. Et donc, du coup, maintenant, je réalise, comme toi, je réalise que c'est très difficile de faire ça. Très, très difficile de capter l'attention des gens, même si tu as des choses à dire. C'est très, très dur. Mais son business est, je pense, incroyable. C'est toujours flou parce que je pense qu'il a, voilà, il sait qu'aujourd'hui en France, c'est pas simple de parler d'argent et de business, etc. Donc il en parle pas trop. Mais c'est un mec que j'aimerais bien entendre sur un podcast business, tu vois. Ah oui, ben, Ce complètement. serait Ah, incroyable. ça serait pareil, ouais. Ouais. Parce que malheureusement, il s'est créé un personnage qui ne. Il s'est créé un personnage qui est c'est très difficile pour lui maintenant de parler de business avec le personnage qui s'est créé. Parce que maintenant, tu sais, il fait un peu le mec accessible, tu sais, il fait la personne. Il Quand y en a tu le plein vois, comme ça. c'est le Mm. bon genre, tu vois. Mm. Donc, si, déjà, rappelle-toi, quand il avait dit qu'il avait pris 80 000 euros un mois déjà sur YouTube, les gens, ils avaient pété les plombs, quoi. Tu vois. Et Squeezie, en plus, il a affiché. Squeezie, derrière, il a fait une vidéo où il a Oui, dit, oui, 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 oui. il a dit, t'as pas oublié un zéro. Et là, Ouais, t'es chaud, quoi. c'est parce qu'il faisait des dédicaces Je sais vidéo, plus. là. Il y avait une histoire comme ça, ouais. Mais Tu sais, bon, genre, bref. il te souhaitait ton anniversaire en vidéo et c'était genre 50 Ah balles la ouais. vidéo ou un truc comme ça. Donc voilà. Donc en fait, maintenant, c'est sûr qu'il ne peut pas, t'imagines, c'est compliqué. C'est là où il est très très fort, c'est qu'il fait accessible, tu as l'impression qu'il roule pas sur l'or. Enfin, c'est compliqué. Non, non, il s'est créé un personnage et bravo à lui, quoi. Faut le féliciter, c'est incroyable ce parcours. Bah, C'est carrément, sensationnel, quoi. ça c'est Moi, certain. ça m'inspire. Ah bah oui, c'est les mecs comme ça, bien sûr. Mais moi, j'aimerais vraiment les entendre parler, tu vois, de ça, parce que moi, je sais pas, c'est dommage que la mentalité française ne les laisse pas s'exprimer là-dessus, tu vois. Enfin, ne leur permette pas de se livrer là-dessus parce qu'ils savent que le retour de bâton, il va être terrible, quoi. Ah oui, quand il avait dit, je te dis sur TikTok, je pense que c'est une vidéo TikTok, je crois, où il avait dit combien tu as gagné rien qu'avec YouTube à un mois le maximum. Il avait dit 80 000, mais apparemment c'était Ouais, ça beaucoup me dit plus. quelque chose. Ouais. Mm. Et bon, 80 000, les gens, ils sont tombés par terre, quoi. Ils pensaient qu'ils gagnaient 2 000 euros par mois, eux. Tu vois. Ce qui est déjà bien avec YouTube, ce qui serait C'est ce qui est déjà, déjà bien. Mais ce que je veux déjà dire, pas c'est que mal. voilà, c'est que. Non, 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 c'est très dur. C'est très dur. Et là, il est dans une situation où lui, c'est une star, hein, c'est vraiment. Hein. Ouais, ouais, c'est sûr. Puis je pense que c'est un mec qui vit normalement. J'ai entendu un extrait d'un podcast de sa meuf qui disait que les gens, ils venaient les prendre en photo chez eux et tout. Ils sonnaient Ouais. chez eux le dimanche et tout. C'est chaud, hein? Ça, c'est incroyable. Hein. Ouais, Ouais, c'est c'est chaud. incroyable. Hein. Bah, ça doit pas être simple, mais bon, après, il aurait pu s'expatrier depuis bien longtemps, je pense. Il l'a Oui, pas bien fait. Donc sûr. déjà, c'est un grand respect à lui.
Bon, si Thibaut, tu passes là-dessus, si tu es intéressé pour venir discuter avec nous, on t'invite avec Ouais, plaisir. ça serait top. Carrément. Tu nous as dit que tu étais allé à l'INSEP. Bon, moi, je le savais, j'avais écouté un petit peu. C'est quoi ton parcours un petit peu d'études pour en arriver où tu es maintenant? Eh ben, en gros, j'ai passé les premiers diplômes d'État. Après, je suis passé par la fédération, qui était la Fédération française de sport de contact. Donc, c'était tout ce kangourou kick, boxe taille, etc. Après, je suis rentré, du coup, j'ai fait un DE, donc à Belsen, dans le Jura. Donc à perfectionnement sportif. Après, je suis parti, donc du coup, je suis rentré, j'ai passé c'est comme un concours en fait, un pré-concours, on va dire, à l'INSEP, où les fédérations, chaque fédération envoie pour le DES, parce que le DES, c'est général, c'est-à-dire que c'est tous les sports qui étaient olympiques, à part nous, du coup. Et du coup, tu es comme les judokas, les lutteurs, enfin bref, tu as tous les sports, quoi, l'athlétisme et tout. Et du coup, ils envoient un peu, les fédérations, ils sélectionnent des mecs en interne, ils les envoient passer le pré-concours, et après, ils sélectionnent que quelques mecs. Chaque fédé sélectionne, on va dire, deux, trois personnes, ou peut-être plus, elles ont un plus gros quota, et ils les font accéder au DES. C'est comme ça que je suis rentré à l'INSEP. Donc moi, je faisais partie, on était deux, moi et mon ami Martial, et on est rentrés tous les deux à l'INSEP. Et quand j'ai fini, du coup, mon DES, à l'époque, mon directeur, du coup, de promotion, Frédéric Sadis, qui est un nageur, il m'a dit, pour moi, tu es, quelqu'un Alors, je sais ces mots, hein, il m'avait dit qu'il me trouvait brillant, en tout cas, en tout cas sur la partie performance sportive. Il m'avait dit, j'aimerais que tu continues sur le cursus universitaire. Et du coup, il m'a présenté Jean-François Robin, qui était le créateur donc, du master de l'INSEP, qui était pareil, en performance, axé pour le sport de haut niveau. Et du coup, j'ai intégré la maîtrise en fait, de l'INSEP. J'ai repris le cursus universitaire, en fait, après derrière. Voilà un peu comment j'ai atterri. Mais j'ai fait longtemps, hein. Je suis resté un petit moment. Je suis resté 5 ans, je crois, pratiquement. Ah ouais, quand même. Ouais, Ah, ça ouais. Donc fait. 4 ans, pardon, 4 ans. Parce que j'ai Ouais, fait 3 ans après. même 4 ans, ça fait un sacré, 3 sacré ans plus paquet de un an temps. de DES. Ok, et tu as créé ta salle tout seul? Oui, oui, la salle, je l'ai créée tout seul et après, Fred m'a rejoint par la suite, hein. Ok, Et je faisais chapeau, les ça fait. allers-retours toutes les semaines à Paris, hein. Tu Bah sais, oui, c'est j'avais ça, la ouais. salle et tout, c'était chaud, quoi. C'est ce que je me dis, ouais. Ça Ah, demande c'était quand même chaud. Alors, sacrée organisation, ouais. Le DES, c'était une semaine par mois et le master, j'y allais 2 jours par semaine. Je me débrouillais, je Ouais, faisais comme je pouvais. ça prend quand même du temps. C'était en quelle année, ça? Et du coup, le DES, la maîtrise, c'était quand ça? Ouais, je sais plus, mais ça devait être en 2015, ça. Ouais, il y a 6 7 ans, ouais. De 2015 à 2017, peut-être, je sais pas. Ça va faire 5 ans que j'ai terminé. Ouais, un peu comme ça. Je sais plus, mais ouais, c'est ces eaux-là, quoi. Après, je Ouais, continue donc à me c'est. documenter, hein. Ouais, bien sûr. Bah, le secret pour quelqu'un qui veut toujours rester d'actualité, après, même si on ne réinvente pas l'entraînement tous les jours, c'est de continuer à apprendre, quoi. Voilà, du coup, et surtout, en fait, toutes les heures de train que je faisais, ça m'a vraiment permis d'exploser en termes de méthodologie. Euh, le seul inconvénient, c'est que je lisais moins bien les études scientifiques que je peux les lire aujourd'hui. C'était juste ça que je regrette. Mais après, sinon, j'avais le temps de lire, j'avais le temps de me documenter parce que j'avais beaucoup d'heures de train, hein, par semaine. J'avais plus de 6 heures. Donc, tu imagines le temps que je pouvais gagner à écouter des podcasts et tout, c'était génial. C'est là où j'ai vraiment le plus progressé, hein. Vraiment. J'avais que ça à foutre. En plus, quand j'étais à Paris, j'étais à l'INSEP, genre à Vincennes. Hein, donc, du coup, j'avais que ça à faire de bosser, quoi. Et je peux préparer Ouais, mes programmes pour c'est. mes élèves et tout, parce que vous savez que quand j'allais rentrer en structure, je pouvais déjà tester ce que j'apprenais du coup là-haut. Et le soir, j'allais voir les pôles. J'allais voir l'équipe de France d'athlétisme, j'allais voir l'équipe de France de lutte, j'allais voir l'équipe de France de boxe, hein. Je regardais ce qu'ils faisaient, quoi. Je notais, je prenais des notes et tout. Ah, c'est surtout ça qui était enrichissant. Bah, ce genre de contraintes, entre guillemets, ça te forge un peu une éthique et une méthode de travail un peu obligatoire, parce que déjà, d'une, sinon tu t'ennuies. Je pense que tu n'es pas du genre à ne rien faire. Je ne sais pas si c'est ton kiff de rester au bord de la plage à rien faire, mais j'ai pas l'impression. Du coup, ça te force à travailler encore plus et plus tu apprends, plus tu as envie d'apprendre, en fait. C'est ça qui est intéressant. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des trucs, il y a des sujets que tu veux absolument creuser où tu as l'impression de ne pas avoir les réponses et des trucs qui vraiment te trottent dans la tête, quoi? C'est pas facile Ouais, comme question, mais. il y en a plein maintenant aujourd'hui, c'est ça le problème, hein. Il y en a plein, il y en a trop là, tu vois. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça devient le bordel un peu dans ma tête, ça devient compliqué, quoi. Ça, c'est Aujourd'hui, un peu, pour moi, c'est ça devient l'effet très. Dunning-Kruger, tu vois, c'est que t'as un tel niveau d'expertise que ça retombe et tu as l'impression de plus. Enfin, tu sais, mais tu sais que tu ne sais pas, en fait. C'est bête à dire, mais tu sais qu'on ne sait pas tout et qu'il y a des choses qui sont pour l'instant pas compréhensibles. Et des fois, c'est dur à accepter, en fait, Ah ben, je c'est trouve. compliqué. Là, je te dis, je suis sur. J'étudiais. Tout à l'heure, tu vois, ce que je regardais tout à l'heure avant de venir, c'était le système nerveux central et périphérique, comment faire la distinction, etc. Et avant aussi, j'ai regardé les nerfs. Donc, je regardais le nerf crural, tu sais, donc le nerf Mhm. fémoral.
Donc, je regardais un peu, j'analysais tout. Là, tu vois, là, j'ai j'ai mon genou, parce que j'étais en train de réviser. Et là, j'ai ma, je sais pas si tu vois, là, j'ai mon, mon Je le vois squelette bien. et tout, là. Tu vois le squelette et tout, là? Et j'ai un squelette derrière. Bon, bref. Et du coup, tu sais, je regardais tout ça et j'ai révisé ça, tu sais, parce que tous les jours, je m'impose un thème. Et il y avait des trucs là, oh là là, sur le nerf fémoral que j'avais pas vu. Tu sais, la liaison avec le nerf saphène et tout. Et ça, c'est des trucs qui m'étaient sortis de la tête. Et du coup, voilà, c'est des trucs comme ça. Et plus j'apprends, moi, c'est la natte que j'aime bien. Non. Mais après, c'est vrai que plus j'apprends, plus ça devient complexe, quoi. C'est-à-dire qu'après, tu veux aller toujours de plus en plus loin. Après, je me limite, tu vois. Parce que comme j'avais commencé les cours d'anatomie, après, ça commençait à partir dans les organes. Je commençais à m'intéresser aux organes. Après, j'ai arrêté parce que c'était trop. En fait, Ah bah, non, non, je voulais c'est un rester puits, dans ça, mon ça, champ. ça s'arrête jamais, ça. Ouais, je voulais rester dans mon champ de compétences. Et du coup, voilà. Non, non, là, c'est vraiment une chose que je veux approfondir. C'est tout ce qui est biomécanique, hein, parce que mon associé est très, très fort sur ça. Moi, c'est surtout ça. Et surtout, maîtriser encore mieux l'outil, les EMG, les capteurs MOXIE, etc. D'ailleurs, j'ai écrit à Sean tout à l'heure, hein, qui est de Psaltrain. Je ne sais pas si tu vois qui c'est. Ah bah Sean. si, si, on se connaît très bien. Ouais. Ah ben, tu vois, tu demanderas, j'ai écrit tout à l'heure parce qu'on m'a récupéré mon capteur et j'ai demandé l'avis. J'ai envoyé un capteur, je lui ai dit qu'est-ce que tu en penses. Il m'a dit c'est top. Et du coup, je vais le commander. Mais voilà. Donc voilà, en fait, je suis sur ça en ce moment. Essayer de récolter des données pour avoir un vrai feedback. Et voilà, hein, travailler, 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 lire, hein. Après, sur les études scientifiques, c'est souvent ce qui m'intéresse que je lis. Tu vois. En ce moment, je regarde des trucs sur la vitamine D, par exemple. Donc après, voilà. Parce que C'est la pour période. lire Ouais. les études, ouais, pour lire les études scientifiques, il faut que ça t'intéresse, hein, le sujet que tu lis, sinon tu comprends rien. Oui. Donc en fait, je fais ça. Voilà ce que je fais actuellement. J'ai regardé ça, j'ai regardé aussi, tu sais, tout ce qui est, comment ça s'appelle, médecine anti-âge, tu vois. Mhm. Donc tous les nouveaux traitements à testostérone qui sont sortis aux États-Unis aussi également, tu vois. Donc après, j'ai commencé à lire un article sur ça, en fait, par hasard. Et du coup, après, je suis rentré pendant une Ah, heure, j'ai lu que c'est ça. souvent comme ça, ouais. Tu lis Et un après, je suis truc. rentré dans ça. Donc là, maintenant, c'est des nouveaux stylos, tu sais, Ouais. sur la testostérone avec les esters là. Donc, c'est des nouveaux Ok. stylos à l'édentate. Donc maintenant, c'est par stylo, c'est sous-cutané, c'est plus un intramusculaire. Bon, Ça, je t'en parle. c'est Je t'en vraiment un parle, truc mais c'est un domaine que je ne connais ben, je absolument t'en, pas, tu vois. je t'en parle parce que j'ai lu ça hier soir. Donc, tu vois, Ok. et du coup, j'ai trouvé ça passionnant. Passionnant. Et après, du coup, alors, je t'explique même pas. Je suis passé de ça et après, je suis regardé un truc sur la récupération avec l'oxygène et tout. Mais pas l'oxygène, la respiration. Hein, l'oxygène, donc, par des traitements, en Ouais, fait. ouais, ouais, Et rajouter je de vais faire une l'oxygène, vidéo ouais. sur le sujet. Ouais. Et donc, du Ok. coup, voilà. Voilà. Ah, c'est Voilà. ça, les études, quand tu lis une étude, il y a un lien vers une autre référence, tu regardes l'autre référence, ça s'arrête jamais. C'est ça le problème quand tu es intéressé, du moins, et que tu sais lire l'anglais. Justement, je rebondis sur les hormones, là, ça me fait penser à un truc. Je pense que tu as peut-être déjà traité le sujet il y a pas longtemps, parce que pour moi, ça a l'air d'être d'actualité vu les photos qu'il n'arrête pas de balancer. Qu'est-ce que tu penses de la progression de Connor, là, récemment, là, physiquement parlant? Ah, il y a beaucoup d'intox. Enfin, Mhm. là, il a mis une vidéo où il est bien. Mais il y a beaucoup d'intox parce qu'il faut. Il a mis C'est une là où il photo est tout à bon. l'heure, il est épais, hein, de dos, là. Ouais, elle est bien là. Ouais, elle est bien là. Ouais. Mais en fait, le truc qu'il y a, c'est qu'il faut faire attention parce que Condor, il a combattu à 77 contre Cerrone et c'est il y a Mhm. très longtemps. Et en fait, ça veut dire qu'il était déjà à 84 kilos déjà à ce moment-là. Donc là où il est bon, bon là, il a évolué parce que, en fait, si tu m'aurais posé la question hier, je t'aurais dit une autre réponse. Mais comme là, je l'ai vu tout à l'heure en vidéo, et en vidéo, il n'est pas à l'entraînement. Donc il est pris dans un bar, là, je sais pas ce qu'il foutait, il était Ouais, torse nu, il ouais. fait tout le temps torse nu de toute manière. C'est celle-là que j'ai Et, vue, oui. bon, tu l'as vu là où il fait ça et tout. Ouais, ouais, ouais. Et c'est vrai que là, il est bien, quoi. Il est solide. Mais après, au moment où ça a buzzé, au moment où j'ai tourné la vidéo, il avait fait des photos avec des élèves à moi. Et les mecs, ils m'ont dit, il est moins costaud en vrai, quand même, tu vois. Genre, De toute tu le façon, vois, il me dit. les photos, tu parais toujours plus énorme dessus si la photo est bien prise. Ah, ils m'ont dit, en fait, ils m'ont dit, les mecs qui ont pris des photos avec lui, c'est des mecs, tu vois, qui font de la muscu. Et ils m'ont dit, quand j'ai vu les photos, je me suis dit, ah, lui, il est Géchard, tu vois, pour parler clairement. Quand il m'a dit, Mhm. je l'ai vu en vrai, j'ai dit, ah, non, non, il prend rien, c'est pas Ok, possible. moi c'est Ouais. intéressant ça. Tu vois, du coup, ça a changé un peu ma perspective parce que tu sais, il y a des mecs qui paraissent énormes quand ils sont tout seuls. Et après, quand tu les vois à côté d'autres personnes, tu dis, ah non, mais finalement. Alors, pourquoi je dis ça? Parce qu'il y en a qui vont dire, oui, mais ça veut rien dire. Parce qu'il y en a qui me l'ont dit, ouais, mais le physique, ça veut rien dire. Oui, mais des gens, sur quoi ils s'attardent? C'est la progression physique, visuellement. C'est pas parce qu'il a des performances. Personne, toi, moi, n'importe qui, on ne sait pas les performances qu'il est capable de faire aujourd'hui d'entraînement. On n'a pas de mesure. Il n'a pas fait de test à l'effort. Il ne nous a pas partagé un feedback. Donc, la seule chose sur quoi on peut se prononcer, c'est sa progression visuelle. Malheureusement, on n'a que ça pour s'exprimer. Mais c'est vrai ça pose un questionnement. Il y a des indices qui font que ce soit sa ceinture scapulaire, pas sa mâchoire, parce que les gens qui pensent qu'il prend. Parce qu'il y a des gens qui sous-entendent qu'en prenant de la GH, il aurait pris. Non, non, les gars, ça c'était dans les années 80. Et un mec comme Connor, si
Je te dis, il serait dedans. C'est un mec qui serait accompagné, je pense, par des gens quand même compétents. Il ne faut pas déconner. Ouais, ça va, il Donc, a assez d'argent pour se payer les bonnes personnes, je pense. par contre, effectivement, tu sais, il fait comme une rétention d'eau un peu sous-cutanée qui peut le laisser, tout en étant propre quand même, hein. Donc, il fait quoi, tu sais, au Ouais, visage, au oui, niveau c'est du clair. visage, il fait bouffi un peu. Donc, c'est un peu la caractéristique de certains culturistes, hein, dû à certains produits qui vont avoir une incidence sur certains récepteurs et qui provoquent du coup, parce que ça joue sur l'aldostérone, ça joue sur tout, hein. Et du coup, voilà. Et du coup, c'est vrai que ça laisse songeur. Après, il faudrait que je l'ai devant moi. Tu sais, moi, j'ai beaucoup regardé. J'ai analysé s'il y avait des boutons, j'ai regardé s'il y avait une gynécomastie, j'ai regardé beaucoup de choses, hein, parce que je me suis interrogé. Parce que tu sais qu'il est sorti du. Alors, ça aussi, il y a des débats, tu sais, avec l'USADA, on ne sait pas s'il est contrôlé. Il y en a qui disent qu'il est contrôlé, d'autres qui disent qu'il n'est pas contrôlé, d'autres qui disent qu'il est sorti du programme USADA, d'autres qui disent qu'il y est encore. Je sais pas, j'en ai aucune idée. Ça, je ne suis pas dans leur papier, tu comprends? Maintenant, apparemment, par rapport au traitement dû à son opération, il n'aurait pas pu rester comment on appelle ça, dans le Ok. programme USADA, parce que je pense qu'ils ont dû le mettre. Je ne sais pas exactement sur quoi ils l'ont mis, hein, mais je pense que le chir qu'il a opéré, c'est des gens compétents. Et Mhm. peut-être que c'est des gens qui ont accès à certains produits. Alors moi, Ouais, je ils doivent fabule pas. utiliser des leviers qu'en France, enfin, pas qu'on connaît pas, mais auxquels on n'a pas le droit en France spécialement. Mais Ou qu'économiquement parlant, c'est pas intéressant pour les médecins français. oui, Là-bas, c'est peut-être que possible. Ouais. comme tu payes, automatiquement, tu n'as pas Mhm. la même médecine, hein. Mais voilà. Après, je trouve qu'il est bien, mais pour un mec qui a déjà des qualités athlétiques qui sont hors normes, même, Grégoire, il est hors norme à la base. S'il fait que de la prépa physique, pratiquement, un peu de MMA, et que je te dis, lui, il a les moyens de faire que ça, quoi. Tu sais, psychologiquement, il est libre, hein. Je ne suis pas époustouflé Ouais. de sa transformation physique, tu vois. Financièrement aussi, il est libre. Ouais. Voilà, c'est ce que je te dis. Quand tu as 300 millions d'euros sur ton compte, tu peux faire de la prépa, t'inquiète pas, tu vas éclater, hein. Tu sais, C'est le clair. lendemain, tu te dis pas, il faut que je me lève à 8 heures. Tu vois, lui, Connor, il fait ce qu'il veut quand il veut. Et ça, et les gens ne se rendent pas compte. Et c'est un mec qui a fait du sport toute sa vie. Tu vois, c'est ce qu'on dit. C'est pas le premier mec venu. Donc, dans les salles de muscu, des Connors, t'en as plein. Tu vois, et on n'est pas surpris. Par contre, lui, non seulement c'est un athlète, hein, et en plus de ça, c'est un mec qui a des moyens financiers qui sont considérables. Donc, ouais, mais c'est vrai que sa transformation, s'il veut, vraiment, hein, s'il fait un avant-après où il joue le jeu, donc, tu sais, les avant-après un peu buzz, il peut te faire un truc de fou, hein, parce que franchement, il y a des photos. Moi, d'ailleurs, celle de la photo que j'ai mise, c'était impressionnant le changement physique qu'il a pu avoir. Mais après, moi, je te dis, c'est pas tellement son volume, c'est surtout des détails, tu vois, sur sa peau, des détails sur comme cette forme de petite rétention d'eau qu'il peut avoir, etc., sous-cutanée, qui est assez paradoxale, tu vois. Et pareil, même ses épaules et tout, elles ont changé quand même. Il a toujours eu des super épaules, mais ses trapèzes ont changé, son dos aussi a changé. Il a quand même des. Tu vois, même ses avant-bras, tu vois, le bras radial, il s'est vachement développé. Il y a des indices quand même qui peuvent laisser songer. Après, les cuisses et tout, il en a toujours eu, hein. Même en 66, quand il faisait des cuttings, il avait des cuisses énormes. C'est vrai qu'il y a des Mais grosses cuisses, ouais. Un gros quadri, ouais, ouais, il a des quadriceps, le c'est père. incroyable. Mais après, il a des segments qui sont exceptionnels, hein, qu'on aura. Vraiment, hein. Ah bah Alors, il n'est pas. pour moi, c'est la définition d'un combattant physique, tu vois. Je sais pas, Oui, bien enfin, sûr. physiquement, tu vois, c'est le combattant ultime d'un point de vue morpho-anatomique. Je sais pas ce que tu en Ah, penses, ouais, bien hein. sûr. Ah oui, oui, il a une super allonge, il a des segments super longs, Il il a a un des segments humérus qui fait 2 incroyables, mètres, ouais. il a un Mm. radius qui fait 6 mètres, hein. Il a les épaules, en plus, il a une antéversion des épaules, donc ça lui donne, ça lui accentue encore plus quand tu le vois devant toi, tu sais tu te dis merde ça. Et je sais plus, il faudrait vérifier son allonge, mais je sais qu'en plus, il avait fait 175 cm, mais je sais plus combien est son allonge, je l'avais marqué. Je sais pas si c'est pas 186 ou un truc comme ça. C'est Donc en plus énorme, de hein. ça, tu vois. Ouais, ouais. Et en C'est plus, c'est un énorme. gaucher. Et en plus, il est Oui. gaucher, le mec. Donc c'est pour rien arranger, les gauchers. Et il a des grosses jambes. Donc, quand il se prole, il a une force, tu vois. Non, non, c'est vrai, il a des qualités. Non, non, c'est un gorille, hein. C'est Et un en plus, gorille, il est hein. technique. C'est ça, c'est exactement ça. Bah, Il a le... il a sur Oui, le oui. torse, de toute Mais je pense façon. que c'est par rapport à son physique qu'il a fait. Je pense qu'il y a une petite histoire avec ça, parce qu'il a C'est vraiment le possible. physique. Tu sais, même Mm. comme il se déplace et tout, tu sais, avant de Ouais, rentrer dans le ouais. combat, il se passe un peu comme un gorille. Non, non, c'est athlétiquement, Connor, c'est quelque chose, hein. Moi, c'est un mec que j'adore. Alors après, il y a tout ce qui est à côté qui est totalement critiquable, etc. Mais c'est vraiment un, un combattant qui m'a fait kiffer, quoi, mais qui a mis la lumière sur ce sport aussi. Donc, Ah, je il a pense que ça, révolutionné. c'est pas critiquable, même si on aime ou pas le personnage. C'est un mec qui maîtrise tout ce qu'il fait. Il a Donc ça, c'est très révolutionné intéressant. le monde Mm. du MMA. Il a apporté médiatiquement là où il est aujourd'hui, quoi. Et même au niveau des primes et tout, c'est incroyable ce qu'il a fait. Il a Mm. montré aux gens, c'est un truc de fou, c'est incroyable. C'est incroyable. Moi, le documentaire sur lui sur Netflix, je peux le regarder 2 fois par jour. C'est inspirant, il roule à 206, hein. Ouais, ça me donne envie d'aller m'entraîner à chaque fois. Non, non, Connor, c'est une histoire extraordinaire, hein, Connor. C'est clair, c'est clair. Je rebondis sur le sujet de l'esthétique physique. Tu nous as dit que ton père avait une salle de musculation, enfin tenait une salle de musculation.
Ça se voit, toi, sur ton propre physique et sur la façon dont voilà, tu t'exprimes, etc., que tu es un passionné aussi par ça, par le monde du bodybuilding, avec tout ce qui. Culturisme, on va dire ça, avec tout ce que ça entoure. Quelle est ta vision là-dessus aujourd'hui? Est-ce que tu regardes toujours un petit peu ce qui se passe? Est-ce que ça t'intéresse? Est-ce que toi, tu pratiques toujours vers une visée esthétique? Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Oui, j'aime bien, j'aime bien. Alors, je suis pas un expert, hein, loin de là, mais j'aime bien regarder les compétitions. J'ai moi-même participé à une compétition. Donc, du coup, j'ai appris énormément. C'est une des compétitions qui a nourri le plus de ma réflexion. Parce que dans le bodybuilding, il n'y a rien y a rien qui peut être laissé au hasard, en fait. Parce que les leviers de progression sont très fins. Il n'y a pas un schéma technico-tactique, il n'y a pas une stratégie à mettre en place, etc. C'est la nutrition, c'est un tout, quoi. Tu vois, tu peux pas, t'as pas malheureusement, tu peux pas faire autrement, quoi. Et donc, du coup, tes leviers sont très fins. Tu as ou l'entraînement ou la diète. Donc, c'est tes deux leviers réels pour performer et la récupération, du coup. Alors qu'il n'y a pas l'aspect mental que tu pourrais retrouver en combat, ou même si tu n'es pas très bon en entraînement, tu as des mecs qui arrivent à performer en combat. Ils arrivent à exceller, tu vois. Et ça, tu ne le retrouves pas en bodybuilding. C'est pas parce que tu as un gros mental que le jour J, si tu es dégueulasse, tu es dégueulasse, hein. Tu pourras faire ce que tu veux, tu vois. Si tu n'es pas aussi en forme que le mec à côté de toi, C'est voilà. sûr. Et du coup, non, non, le bodybuilding, c'est un sport que je trouve passionnant. Et surtout, c'est le fait de t'observer comme une statue. En fait, c'est comme un sculpteur qui ferait un art, tu vois, qui créerait du coup une statue où il va essayer de voir, voilà, bah, ben là, il manque ça, là, les équilibres, ils sont pas là, tu vois, là, il manque un peu de pec, un peu de biceps, etc. Donc, tu apprends à connaître ton corps, tu apprends à l'observer et tu apprends, du coup, à pallier à certaines problématiques que tu n'aurais peut-être pas évaluées à leur juste valeur parce que tu ne t'aurais pas penché dessus, étant donné que tu t'en fous, tu aurais fait peut-être des mouvements que polyarticulaires pour essayer de gagner du temps, pour essayer de les transférer en te basant sur certains patterns de mouvement, alors que le bodybuilding, ben, c'est la science de la précision. Pourquoi? Parce que tu n'as pas le choix, parce que c'est un combat esthétique. Donc, si tu arrives, que tu es totalement disproportionné, ben, ne te présente même pas. Et en fait, c'est là. Et en fait, du coup, ça rejoint une autre logique qu'on peut retrouver dans la performance sportive. C'est soit, en fait, on est aussi fort que son maillon le plus faible. Tu vois. Et le bodybuilding, en fait, c'est eux qui l'ont compris, mais ils l'ont compris sans le justifier. C'est-à-dire qu'eux le faisaient de façon intrinsèque, c'est-à-dire que c'était normal pour eux d'être complet physiquement, mais ils ne le faisaient pas pour être performants en réalité, même si les deux disciplines à la base étaient liées. Parce que quand tu étais culturiste, en général, tu étais haltérophile à l'époque, ou tu faisais du soulevé de poids et haltère, dans les prémices, je parle, hein. Et après, bon, mais ça a été deux compétitions euh, qui ont été totalement différentes. Et il faut se dire une autre chose aussi, et ça, c'est un truc que je ne savais pas, et que c'est quand je l'ai fait, la compétition, que je m'en suis rendu compte. C'est le seul sport au monde, je pense, hein, peut-être tu me diras que non, mais où ce que tu fais à l'entraînement n'a rien à voir avec ce que tu vas faire le jour de la compétition. Ah bah oui. Bah, Parce que tu fais pas allez, de ça. Tu te je me fais présentes. l'avocat du diable. Tu peux t'entraîner pour du posing. Oui, tu peux t'entraîner pour du posing, mais tu as compris Oui, que ça va à pas part être ça, oui, non, bien sûr, bien sûr. la majeure partie de tes séances. Même si c'est vrai qu'il y a des gens qui passent des heures et des heures, hein. Moi-même, j'en ai Mm. passé quelques temps. Mais tu m'as compris que c'est pas l'essentiel de ta programmation et c'est pas le posing. Alors oui, à haut niveau, ça peut faire la différence. Ah oui, Mais bien si sûr. tu as le corps d'un mélo, c'est pas le posing. Si toi et moi, on se met à côté de Big Ramy, on peut faire le posing comme eux, tu vois. Donc en Moi, on me fait, verra ça, pas, c'est moi. vrai. Et du coup, c'est vrai que c'est un peu le paradoxe de cette discipline. C'est assez marrant parce que tu reproduis pas des schémas. Et aussi, c'est pour moi, c'est la discipline la plus dure, hein, que j'ai pratiquée. Et en même temps, c'est la plus facile parce que tu n'as rien qui t'est imposé. C'est-à-dire que tu peux y aller où tu vas pas, tu t'entraînes le temps que tu veux. T'as pas, c'est pas comme si quand tu es en combat, ben, le mec qui te frappe, il faut que tu répondes. Toi, quand tu faisais tes randonnées de judo, c'est des disciplines ouvertes. Tu dépends de l'action de ton adversaire. Là, non. Là, tu es seul sur un banc, quoi. Tu as ton partenaire peut-être ou ton coach. Mais sinon, personne ne va te dire de soulever plus lourd, personne ne va te. Tu vois, la barre, elle ne te frappe pas, hein. Donc, c'est très, très dur. Tu peux vite tomber dans une routine favorable. Tu sais, une routine où tu ne vas pas avoir une incidence, tu sais, où tu ne vas pas essayer de te surpasser, quoi. Tu vois. Et tu es seul face à toi-même, hein. Et par contre, voilà, le revers de la médaille, c'est que c'est la discipline aussi qui a le plus d'incidence sur le contexte familial, sur la vie de tous les jours et tout, tu vois. C'est c'est- c'est terrible. C'est terrible. Tu dors, tu penses qu'à ça. Tu te réveilles la nuit, t'as faim, tu crèves la dalle, tu peux plus sortir en famille, tu peux plus voir tes amis parce que tout te tente. Tu fais une fixation, quand tu manges, je sais pas moi, euh, n'importe quoi, une glace, le lendemain, tu te regardes, tu te dégoûtes, tu crois que tu as pris 10 kilos. Enfin, c'est très compliqué. C'est très dur. C'est une discipline très, très dure. Franchement, sincèrement, c'est vraiment c'est une épreuve, quoi. Et je te dis, tu peux arrêter.
Et ça, de savoir que tu peux arrêter à tout moment, c'est de te dire, mais vas-y, mange, tu vois. Parce que t'as pas un mec qui va te frapper, donc au pire, tu perdras, mais bon, tu sais, c'est subjectif. Tu sais, c'est pas comme un mec que tu sais que toi, tu vas faire la compétition, tu fais les France, par exemple, tu sais qu'au premier tour, tu vas, voilà, t'as ça, il faut que tu sois en forme et tout. C'est différent, t'as pas cette adversité, en fait. Tu vois, c'est délicat, c'est toi face à toi-même, hein. C'est un combat personnel, le culturisme. Même si c'est vrai que les autres sports, on peut dire pareil, mais c'est vrai que là, c'est très particulier. Il faut t'observer et tout. C'est très, très, très dur aussi de s'observer, d'être objectif envers soi-même et tout. C'est très, très compliqué. Mais c'est une discipline que je trouve qui a été trop décriée. C'est une discipline qui a été méprisée par le corps des Moqué même. préparateurs Ouais, physiques, moqué même. moquée. Et aujourd'hui, on y revient beaucoup, quoi. Aujourd'hui, on y Mm. revient beaucoup. C'est sur énormément d'eux. Et c'est eux qu'on fait avancer le plus, hein. C'est des mecs. Heureusement qu'il y a eu des mecs comme Charles Poliquin, Louis Simons et tout, après, qui se sont inspirés énormément d'eux. Enfin, lui, Poliquin, c'était le premier réellement à s'inspirer du bodybuilding et l'adapter, en tout cas pour la performance sportive. Et on le voit d'ailleurs à son physique, hein, ou Thibaudot, enfin, voilà, toute cette génération de préparateurs. Et ça fait plaisir, tu vois. Et c'est vrai que quand je suis arrivé dans ce milieu-là, moi qui suis né un peu dans ce milieu-là, en quelque sorte, je me suis aperçu qu'ils avaient raison, quoi. Et un jour, il y avait une anecdote, je m'en rappelle toujours. Un truc marrant, c'est que j'écoutais une conférence de l'INSEP sur l'hypertrophie. Tu vois. Et donc, tu avais des chercheurs qui parlaient de l'hypertrophie et des muscles qu'on pouvait prendre sur l'année. Alors, je ne vais pas te dire de bêtises, je ne me rappelle plus ce qu'il disait. Et il y avait mon père à côté de moi. Et mon père, il mangeait son poisson avec son riz blanc, tu vois. Tout classique, des anciens culturistes, tu vois. Et à un moment, le mec, il dit, oui, alors nous, en 6 semaines, le chercheur, il dit, on a pris 3 kilos de muscles et compagnie, compagnie. Et mon père, il crache son riz. Il dit, c'est qui ce mec-là qui a dit ça? Je dis, ben, c'est un chercheur, attends, tu ne te rends pas compte, hein, professeur en physiologie, etc. Il me dit, écoute-moi bien, c'est un charlatan, ton copain, là. Parce que je me dis, je te garantis que 3 kilos de muscle, tu ne les prends pas en 6 semaines et tu peux t'entraîner comme tu veux. Tu vois, parce qu'en fait, et bien voilà, ils ont ces trucs empiriques, tu vois, des sacrifices, tu vois. C'était une autre école et surtout, eux, ils avaient l'expérience du terrain. Ils savaient, tu vois, ils savaient, ils faisaient, non seulement ils faisaient, ils se documentaient parce que le culturisme, c'est une façon de vivre, tu te doutes bien, tu vois. C'est vraiment, tu peux pas faire les choses à moitié. C'est ou tu es passionné par ça, ou tu kiffes ça, ou tu peux pas le faire, quoi. Et donc voilà, c'est ce que ça m'a appris. Ça m'a appris cette implication et cette précision dans les entraînements. Et du coup, j'ai commencé encore plus à me documenter sur les machines, sur les leviers. Et voilà, j'ai kiffé, j'ai kiffé. Et ça a énormément nourri ma réflexion en tant que préparateur physique. Bah, tu m'étonnes. Je trouve que t'as tout dit, t'as dit c'est le sport le plus dur, mais le plus facile aussi parce que il n'y a pas d'adversité, il n'y a pas d'obligation temporelle en soi, à part t'entraîner. Voilà, il n'y a pas d'obligation temporelle. Mais le problème, c'est que c'est tout le reste de la journée, en fait. Tu vois, tout le reste de la journée est dédié à ça. Moi, j'ai un de mes potes qui s'est qualifié pour Olympia là, il y a 3 semaines, là, Théo Le Guerrier, je sais Ah pas ouais. si tu vois Ah qui oui, c'est. ben oui, mais là, c'est des monstres après, là. Ah, c'est un de mes potes, c'est un délire en fait. On se rend pas compte. Après, lui, il le gère très bien parce que c'est quelqu'un qui est, voilà, c'est un mec qui a un mindset exceptionnel et vraiment, pour lui, c'est pas un souci à Noël avec sa famille de manger son tupper. Vraiment, tu vois, il le prend pas mal. Pour lui, il va jamais se plaindre de ça et c'est pas Moi, négatif. Mais franchement, je peux pas, bon. Tu non, vois, mais je suis un moi gourmand non des plus, tu enfers, vois. moi. Non, mais normal. Mais lui, tu vois, c'est pas donc je pense qu'il a ce mindset-là Ah de oui, 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 base. complètement. C'est un gros travailleur. Mais c'est vraiment intéressant parce qu'il y a pas mal de. Bah, la moquerie, hein, on l'a dit tout à l'heure, c'était assez moqué. Parce que effectivement, les mecs, ils ont des physiques hors du commun. Bon, on sait ce qu'il y a derrière, évidemment, à ce niveau-là. Voilà, on va pas se poser la question, hein. C'est pas possible de faire Oui, bien 140 sûr. kilos. Bon, 140 kilos, j'exagère peut-être, pour 1m70. Voilà, c'est juste de la logique de réflexion. Mais c'est un travail 24 heures sur 24, c'est incroyable. Et c'est des sacrifices même de santé, au final, pour atteindre un objectif qui est juste dingue. Donc moi, d'un point de vue mental, je trouve ça complètement fou et complètement respectable. Donc vraiment, c'est intéressant. Je pense que tous ceux qui ont creusé là-dedans comme toi, tu as pu le faire en faisant une compétition, c'est vraiment une espèce d'introspection, tu vois, à mon avis. Et surtout, ça vient lié à un travail que tu apprécies énormément, comme moi, c'est le travail prophylactique, c'est-à-dire que c'est intimement lié les deux. Sans s'en rendre compte, hein, à la base, hein, parce que ni les kinés ni les bodybuilders n'ont échangé sur ce sujet-là, alors qu'ils sont complètement ils sont tous les deux en adéquation et sur la Mmh, même longueur d'onde sur cet aspect, en tout cas. mmh. C'est ça qui est incroyable. C'est-à-dire que tu vois des protocoles de réhab et tu vois des protocoles de bodybuilders quand ils attaquent tu sais, leur prépa, c'est quasiment les mêmes, quoi, tu vois. Et c'est ça qui est incroyable, en utilisant quasiment les mêmes outils. Donc les uns auraient pu se nourrir des autres. Et en fait, on a créé Mais des barrières. Et tout le quand le monde, CrossFit bien est sûr. arrivé, alors là, ça a été la pire chose. C'est-à-dire Oh que là là, là. carrément, on a dit, non, mais là, on a carrément dit,
C'est de la gonflette, hein, le bodybuilding, tu vois. Donc ça crée des. Et aujourd'hui, et on en revient, hein, heureusement, hein, on en revient, parce qu'aujourd'hui, maintenant, tu vas dans des box de CrossFit, t'as des poulies vis-à-vis, etc. Les Bien gens en sûr. reviennent. Hein. Les gens Maintenant, les gens commencent en à faire du reviennent. renfort, ouais. Bien Heureusement. sûr. Heureusement. Bon, c'est ma discipline du moment, donc ça va. Je suis pas critique vis-à-vis du CrossFit. Quel est ton regard justement là-dessus? Vas-y, je rebondis Oh, sur ben, le j'en ai CrossFit. dit. Est-ce que tu as testé? Je pense que oui, hein. Oui, oui, avant d'avoir une box de CrossFit, oui, oui, j'ai testé. Le CrossFit n'est pas. Comme j'ai dit dans une vidéo, le CrossFit, pour moi, n'est pas compatible avec le MMA. Pourquoi? Parce que moi, j'adore le CrossFit, j'adore le MMA. Mais c'est deux disciplines qui sont extrêmement chronophages, comme tu le sais bien. C'est-à-dire que c'est les deux disciplines les plus complètes. Hein. Le CrossFit est Voilà. le MMA de la prépa physique, hein, tout simplement. Tu dois être ultra complet. Le MMA, ben c'est, comme tu dis, c'est le saint graal de la prépa, des sports de combat. Si tu veux faire les deux, c'est quasiment impossible. T'imagines maîtriser l'haltéro, la lutte, le grappling, faire du cardio, c'est impossible. C'est deux disciplines qui sont extraordinaires, mais qui, entre elles, ont énormément de difficultés à cohabiter. Alors après, attention, il y a une chose que j'ai dit, si tu aimes le MMA et que tu aimes le CrossFit, ça c'est autre chose. Parce qu'après, il y a une notion de plaisir. C'est-à-dire que tu ailles faire un WOD avec des potes, moi je vais venir dans ta structure, tu me fais faire un WOD, après le lendemain on fait du grappling et tout. Mais ça c'est autre chose, je ne parle pas pour performer. Là on parle, parce que déjà c'est l'adhésion qui fait le sport. On fait du sport pour se faire plaisir. Donc un mec qui est passionné par les deux, mais grand bien lui fasse, au contraire, il faut qu'il en fasse. Maintenant, bien sûr, il faut qu'il ait des entraîneurs qui soient intelligents. Si moi je t'envoie Abdoul, qui s'entraîne déjà 2 fois par jour, mais je sais très bien que tu vas adapter les entraînements pour lui. Tu vas pas le mettre dans le WOD collectif avec tout le monde, mais qui va péter. Tu vois, et revenir à la lutte le lendemain, il est mort. Tu vois il aura fait des AMRAP avec de l'altéro comme un malade, il va exploser le mec. C'est malheureux parce que c'est des disciplines qui sont extraordinaires, mais c'est des disciplines qui sont extrêmement exigeantes sur le plan physique, mécanique et physiologique. Donc voilà. Donc en fait, c'est ça mon point de vue. C'est deux disciplines exceptionnelles, mais qui ont énormément de difficultés à se nourrir l'une. Enfin, en fait, comme je dis, ça ne te viendrait pas au crossfitter avec qui j'ai échangé, ça ne te viendrait pas l'idée de faire du MMA pour nourrir le crossfit. Mais là, c'est un peu la même chose. Même si, attention, tu as des passerelles, hein. Tu as des passerelles, c'est-à-dire que tu as des outils qui sont utilisés comme les EMOM et tout chez les crossfitters que tu peux intégrer dans une préparation physique hein, pour les combattants. C'est pas ce que je dis, mais c'est des outils. Et comme tu sais très bien, c'est l'individualisation qui amène à l'optimisation. C'est pas le collectif, bien sûr. Voilà mon point de C'est vue. une Mais après, belle phrase. c'est deux disciplines que je trouve incroyables. Mais de toute façon, le CrossFit et le MMA, c'est les deux sports. Faut pas se leurrer. C'est les deux sports qui ont explosé littéralement. Parce que c'est des sports qui méritent d'exploser, tout simplement. Je pense que tu vois un bon crossfitter qui a toutes les qualités physiques, dont la mobilité, qui pour moi est une vraie qualité physique, peut, après sa carrière de crossfit ou pour passer à autre chose, passer sur du MMA. Évidemment, il aura besoin de comprendre la technique, etc. Mais d'un point de vue capacité physique, il va vite C'est des être monstres. apte C'est des monstres. et vice-versa, tu vois. Ah oui, mais Medeiros, c'est un lutteur. Hein. Mhm. C'est un lutteur à la Ouais, base. C'est un lutteur universitaire. C'est des monstres, les lutteurs. Hein. Les bien Brock sûr. Lesnar, les machins, c'est des titans. Hein. Kamaru et tout, t'imagines hein. Romero, c'est tous des titans, ces mecs. Et je suis pas Ah, étonné qu'il lui y ait c'est un un ouf, lui. lutteur. Je suis pas étonné, pardon, qu'il y ait un lutteur du niveau de enfin, qui était très fort apparemment en lutte, hein, qui est performé, qui s'est mis directement au CrossFit, tu vois, parce qu'il faisait l'altéro pour la lutte. Hein. Et après, derrière, il est parti sur le CrossFit et je suis pas étonné qu'il performe. Hein. Bien Vraiment sûr. pas. Donc Ouais, oui, puis tu oui. as, un mindset aussi voilà, qui est combattant et tu lâches pas la grappe. C'est des mecs qui s'entraînent 6 heures par jour, tu vois. Donc, Et puis, il a fait un choix. Après, tu peux pas ouais, concilier la lutte avec le bah CrossFit, c'est non, impossible. évidemment, c'est pas Si tu possible. veux performer à haut niveau, hein, je te parle. Hein. Après, si tu veux, Oui, comme si, si mon copain Jérôme, qui aime bien, qui fait 2 cours de MMA et qui vient chez toi, qui fait 2 WOD, ben, il n'y a aucun inconvénient. le problème, c'est qu'il faut rester raisonnable, tu vois. C'est ça qui est dur dans ces deux sports. C'est des sports qui sont t'es très vite dans une matrice et tu veux toujours en faire plus, toujours en faire plus, toujours en faire plus. C'est ce Mais du coup, c'est pas possible, en fait. C'est ce que j'ai reproché au CrossFit et c'est ce que je reproche au MMA également. Hein. C'est le même C'est reproche, addictif, ouais. c'est-à-dire que c'est additif et surtout, tu t'aperçois qu'en faisant que 2 cours de MMA par semaine, ça va être très dur d'être complet. Et bien, si tu fais que 2 watts de CrossFit par semaine, ça va être très très dur de tout maîtriser. Tu vois. Donc voilà, c'est des disciplines, malheureusement. Le mec qui fait le choix de ces disciplines-là, il choisit 2 disciplines extrêmement chronophages. Donc c'est sûr que c'est délicat. C'est délicat. Donc moi, je fais que l'individualisation aujourd'hui. Je fais plus de toute façon, mais même en sport de combat, hein, on fait qu'en comité restreint. Après, c'est une Mm. école, hein. C'est une Bien vision, sûr, quoi. bien sûr. Je vais rebondir sur un truc que tu as dit tout à l'heure, qui, moi, me fait très plaisir, mais qui peut faire bondir certains vieux kinés, on va dire, qui sont un peu fermés. Tu as dit que fallait que tout le monde travaille ensemble et que tout le monde pouvait se nourrir de tout le monde. Je suis un grand convaincu et je suis très content qu'il y ait des gens qui soient pas kinés d'un point de vue diplôme,
qui se permettent de faire de la réhab, etc. Pour moi, c'est bien parce que le plus important, c'est les compétences. Quand tu me dis que tu prends des athlètes en réhab, quelle est ta vision aujourd'hui sur la kinésithérapie, de ce que tu en sais, de ce que tu connais? Est-ce que voilà, tu as appris de certains kinésithérapeutes? Quel est le retour de tes athlètes là-dessus, sachant que moi, je suis quelqu'un de très, très, très critique vis-à-vis de mon métier, de base, hein, mon premier métier, c'est kiné. Je suis très critique vis-à-vis de la kinésithérapie en France. Toi, qu'est-ce que tu en penses d'un point de vue extérieur, hein? J'ai quasiment jamais, j'ai jamais rencontré un kiné pour l'instant. Hein. J'ai jamais rencontré un kiné qui était compétent s'il n'était pas préparateur physique. Ah là là, incroyable cette phrase. Ça va être mon C'est-à-dire qu'en accroche fait, du podcast. non, non, mais en fait, c'est malheureux. Mais et par contre, moi, c'est pas question de kiné ou d'ostéo. C'est pas ça que je regarde. Ce que je regarde surtout, c'est la différence, en fait, pour moi, entre les individus, réellement, hein, c'est la prise en charge de quelqu'un. C'est-à-dire que tu as des gens, ils vont te poser la main dessus. Tu sais que le mec, il est chaud. Tu vas dire à lui, il est chaud. Il va te mettre il va faire deux manipulations. Il va toucher l'épaule, le trapèze, le derrière l'oreille. J'en ai un à la salle, moi, parce que j'en ai plein de kinés que j'entraîne. J'en ai un à la salle, il te met la main sur l'épaule, tu as l'impression qu'il t'a guéri, quoi. Limite, c'est un gourou, tu vois. Et en fait, ça, la prise en charge, tu sais, il y a l'effet placebo, il y a l'effet nocebo aussi. Et tu as des gens qui ont une capacité à te prendre en charge, à te rassurer et à te mettre dans un contexte favorable pour la réhab. Que ça, c'est vrai qu'il y a certains kinés, c'est des monstres sur ça, tu vois. Vraiment, ça, je l'ai rarement ressenti chez les préparateurs et tout. Je trouve que c'est ce qui manque aux préparateurs physiques, c'est la prise en charge que vous avez avec votre patient, tu vois. Et c'est ce que j'essaye, moi, de m'intégrer. Je me suis beaucoup inspiré des kinés, des chiros, des ostéos, parce que je ne regarde que des conférences en fait, qui les concernent. Hein. Je ne regarde rien, moi, en fait, qui concerne la prépa physique. Je regarde que des conférences médicales. Donc, en fait, c'est vrai que j'ai plus une vision de kiné, d'ostéo, ou de quelqu'un qui serait en profession libérale, enfin, du coup, de quelqu'un qui serait dans le médical, voilà. Mais si tu n'as pas la notion de préparateur physique, tu es trop déconnecté de la réalité. Tu ne te rends pas forcément compte. T'es pas... En fait, c'est comme un médecin, mais qui n'est pas un médecin dans le domaine sportif. Il ne peut pas se rendre compte de ce qui se passe. Il ne peut pas comprendre le contexte de la performance. Donc pour lui, il va te dire oui, il faut arrêter le sport. Arrêter. Non, mais non, je ne te demande pas d'arrêter. Je te demande comment je peux réadapter. Parce que moi, je dois performer. J'ai un contrat, je suis sous contrat, j'ai des contraintes, j'ai un calendrier, tu vois. Et ça, malheureusement, si tu n'es pas sur le terrain, tu peux pas le comprendre. C'est tout à fait normal. Et c'est très, très dur de se documenter aussi. Le problème qui s'est passé avec les kinés et les ostéos, c'est pas le diplôme des kinés et ostéos, c'est le même problème qu'ont les préparateurs physiques. C'est qu'à la sortie de l'école, les gens ne se documentent plus. Pourquoi? Parce que pour une raison qui est très simple. Déjà, c'est très dur de continuer à se documenter, parce que ça fait chier de se documenter, de lire, de machin et tout, même si tu es passionné. Ça prend du temps. Au lieu de passer avec ta copine, peut-être que tu vas le passer à lire des études scientifiques. Moi, elle n'en peut plus. Elle n'en peut plus. Elle me dit, arrête de lire des machins, éteins tes trucs. Là. Bon. Mais, mais le problème qu'il y a, c'est qu'après, quand tu as un modèle économique, où tu as acheté des locaux, où tu as ton cabinet, où tu as des patients, mais il faut que tu l'amortisses. Quand tu arrives à 20h chez toi, tu travailles toute la journée avec Germaine, que tu as mis sur un Swiss Ball et l'autre machin et tout, et que tu en as, ils sont pas commodes en plus des patients, tu vois. Et bien, tu n'as pas envie de te retaper 2 heures sur PubMed ou Google Scholar. C'est compréhensible. Après, c'est un tout, tu vois. Donc, par contre, un kiné qui, lui, va intervenir peut-être dans un club professionnel ou comme toi, qui va intervenir en tant que préparateur en plus, là, c'est autre chose. Il a une autre vision. Parce qu'il a une vision de performance, de réhab et de réathlétisation en fonction des problématiques de terrain. Donc, c'est autre chose. Après, bien sûr que tu as des kinés, comme je te dis, dans tous les secteurs d'activité, tu as des kinés qui sont brillants. Tu as même pire que ça. Tu as même des guérisseurs, des mecs qui n'ont rien du tout et qui sont forts en prise en charge. Tu vois? Donc, je te dis, je l'ai vu. Moi, ma fille, mais moi, je suis quelqu'un de terre à terre, sûrement comme toi, parce qu'on le dit beaucoup. Ma fille, on est allé voir tous les dermatologues pour laver des virus, tu sais, dans le nez et partout. Ma petite fille. Rien n'y faisait. Rien n'y faisait. On ne trouvait aucune, ça revenait, on les faisait l'eau oxygénée et tout. Je regardais toutes les études sur ça, je trouvais plein de trucs, mais ça ne marchait pas. Elle est allée voir un guérisseur, je te jure. Il a touché l'oreille, il a pincé le nez, il a fait ça sur la tête. Le lendemain, il doit ça tomber, les croûtes. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? Tu veux que je te réponde de quoi? C'est pas vrai? Si c'est vrai, je l'ai vu. Gunjil, pareil, tu sais, il explique toujours cette anecdote. Il n'est pas plus terre à terre que Gunjil, quoi, en rien. Gunjil, il dit qu'il y a une femme, elle lui a tordu l'épaule, il avait un problème à l'épaule. Elle lui a tordu l'épaule. Il a dit, putain, elle m'a fait mal, elle m'a buté. Il dit que pendant 5 ans, il n'a plus jamais rien eu à l'épaule, alors qu'il n'arrivait pas à s'en dépêtrer, sa sœur est kiné, je crois, en plus. Donc, il y a des trucs que tu peux pas. Il y a des mecs qui te posent la main dessus, tu ne comprends pas. Ils ont cette capacité à observer. Et c'est vrai que chez vous, dans ton corps de métier, tu as des mecs comme ça. Tu as des mecs qui sont très, très forts. Beaucoup plus forts qu'en prépa. C'est-à-dire qu'ils vont te prendre, ils vont te toucher le genou, ils vont te faire des tests et tout. Tu as des mecs qui ressentent, tu vois. Ils ont la main, on appelle ça, je crois, la main chez les chiros.
Mais ça, je trouve ça remarquable, tu vois. C'est beaucoup ça que j'admire chez les kinés, les ostéos, tout. C'est cette prise en charge, en fait. Ça reste moi j'appelle ça un art, tu vois. Bon, après, évidemment, il y a des traitements, des guidelines de base, etc. Mais chacun a sa sensibilité là-dessus. Et c'est important, justement, que chacun ait sa propre patte. Mais tu as dit quelque chose de très. Pour moi, tu as fait la meilleure définition de ce qui était un bon kiné, dans le domaine du sport, du moins, pour pouvoir prendre en charge quelqu'un intelligemment. Ça, c'est super important. Donc, on a bien capté que tu étais quelqu'un qui aimait bien lire des études, etc., mais que tu aimais bien aussi le terrain, parce que les deux vont ensemble pour moi. C'est très important. Ça fait des années qu'on le répète. Je sais pas si voilà, si tu suis un petit peu les actualités là-dessus en ce moment, mais il y a toujours un débat là qui règne depuis quelques mois, quelques années, entre les scientifiques qui veulent justement faire du debunk, etc. Je sais même pas d'où il sort ce terme, tu l'as dit tout à l'heure. Je l'avais déjà vu passer, mais je sais même pas d'où il sort. Et les gars qui sont terrain et les mecs qui sont au milieu, comme nous, qui sont entre voilà, le confluent, qui est l'evidence-based practice, on appelle ça comme ça, hein, c'est la réalité des choses. Il faut être au milieu de tout ça et être centré sur la personne qu'on a en face de nous, surtout. Les trois vont de pair, c'est ça le vrai triptyque. Comment tu vis ça? Est-ce que tu as déjà été attaqué là-dessus ou pas? Ou voilà, quelle est ta vision de ces extrêmes? Alors, attaquer, non, mais c'est vrai que oui, je me suis heurté un peu, tu sais, pas des débats, mais j'ai eu des discussions avec les mecs de terrain. C'est vrai que je défendais un peu tu vois, l'esprit scientifique et parce que j'étais formateur. Donc, c'est vrai que j'avais affaire à des vieux briscards, tu vois. Et j'ai eu mes passes. Je pense comme toi. On a une passe où on est très scientifique, après on a une passe où on est très terrain, on a des passes, tu sais, on en revient en fait. Et au final, on doit, bon, bien sûr qu'on doit apprendre chacun les uns des autres, hein, c'est clair et net. Mais, euh, mais l'expérience de terrain, quand même, c'est quelque chose, tu vois. C'est-à-dire que, pourtant, je lis hein, beaucoup d'études scientifiques et tout. Franchement, je suis un partisan, hein, vraiment. Hein, mais vraiment, vraiment. Hein. Mais les vieux briscards, tu vois, oh là là, il y a des mecs, franchement, ils ont des astuces, quoi. Tu sais, ils sont malins comme des singes, les mecs, tu vois. Ils vont trouver des petites astuces, des petits tips que sur la performance de haut niveau, ça va faire toute la différence. C'est-à-dire que quand tu vas arriver, tu vas coacher un mec, par exemple, je te montre un exemple, on va parler du cutting, la perte de poids excessive des combattants. Bon, t'arrives. Moi, en étant un mec de la science, j'ai un protocole. D'accord? J'ai un protocole qui est théorique. Donc, que je mets en pratique sur mes athlètes. Maintenant, ça fait tellement longtemps que je le fais. J'ai tellement eu toutes les réactions possibles et inimaginables de mes athlètes. Donc, des mecs qui n'étaient pas bien, des mecs qui vomissaient, des mecs qui perdaient plus de poids, que je ne comprenais pas pourquoi. Que l'expérience m'a fait que je sais sur quoi bifurquer si ça ne fonctionne plus. Mais ça, j'ai pas d'études qui me prouvent comment faire. C'est juste mon expérience personnelle, tu vois. Je vais voir que le bench ça fonctionne plus, je vais partir sur le sauna, et ben je sais que le sauna, il ne faut pas que je fasse plus de temps, parce que j'ai observé que après temps, ben j'avais le sentiment que ça stagnait. Et en fait, ça, c'est des tips. Tu sais, c'est des tips et astuces. Et en fait, ça, quand tu es au haut niveau, c'est ça qu'il faut pour les athlètes. C'est des tips et astuces. Des trucs être malin comme un singe, être, tu vois, un bricoleur, quoi. C'est-à-dire adapté à la situation critique. Parce que là, ta théorie, tu peux te la mettre où je pense. Quand tout le monde est en panique parce que ton mec, il perd plus de poids, ou peu importe, hein, dans tous les sports, hein, que toi, par exemple, tu vas manipuler un mec, le mec, il doit aller jouer dans 10 minutes, ça ne fonctionne plus. Tu dis, mais mince, pourquoi comment il fait. Et le mec, il boit, tu te dis, vite, vite, je vais rentrer sur le terrain, je fais comment. Et toi, tu as déjà eu peut-être cette situation, tu l'as déjà vécu. Tu as dit, attends, ça, je l'ai déjà arrivé, c'est arrivé un joueur à moi, est-ce que c'est pas ça? Mais là, ta théorie, parce que entre l'adrénaline et compagnie, tout pète. Hein. C'est pas vrai, hein, quand tu es dans les, tu sais, quand tu es dans l'euphorie du truc, le mec, il va pas tarder à aller à la pesée ou il va pas tarder à aller combattre ou pas tarder à aller faire un match de rugby. Là, il va falloir que tu sois réactif, mon coco. Hein. Et peut-être que tout ce que tu as appris, et peut-être que ce jour-là, ça va pas marcher. Donc, il va falloir vite que tu décides de ce que tu vas faire. Et c'est là où les vieux briscards, ils sont très forts. Parce qu'ils ont cette expérience et ils savent rassurer, ils savent trouver les mots. Parce qu'ils l'ont vécu. Et le vécu, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Et c'est vrai, hein, et plus j'avance, plus j'écoute les vieux briscards et je prends des notes, tu vois. Tu vois, j'écoute autant des mecs qui n'ont pas beaucoup de connaissances théoriques, qui disent même presque, même des fois, ils disent n'importe quoi. Ils vont tout mélanger, ils disent des trucs de ouf, tu vois, sur les muscles et tout. J'arrive à dire que ça, c'est pas un biceps, ils vont dire c'est un triceps ou un quadriceps. Mais par contre, il va te dire, oui, mais moi, pour faire muscler les épaules, je me mets dans tel angle. Tu vois, il va dire, je me mets dans tel angle comme ça. Et je trouve que je ressens mieux. Toi, qu'est-ce que tu fais? Tu vas ton EMG, tu regardes, tu dis, purée, mais ce vieux-là, il avait trouvé un truc que je n'avais jamais trouvé moi, tu vois. En fait, le mec, à force de le tester, mais il a dit, mais je vais tester ce mouvement. Peut-être ce mouvement, j'ai l'impression que je ressens mieux l'épaule. Vas-y, tester. Il a fait tester à tout le monde. Et lui, dans un podcast, il va dire, ah ben moi, pour l'arrière d'épaule, je travaille tel mouvement.
tu vois. Ou l'autre, je ne sais plus qui c'était, je crois que c'était Charles Glass, qui mettait tout le monde pour strier les fessiers, il mettait tout le monde sur l'escalier. Le mec, il n'avait aucune connaissance, il savait rien, lui, il n'avait jamais lu une étude scientifique de sa vie. Je crois que c'était Charles Glass, ou je ne sais plus c'était lequel, un préparateur de culturiste. Et en fait, Coleman et tout avaient tous les fessiers striés, tu sais. Et après, du coup, j'ai commencé à intégrer de l'escalier à mes mecs. Et effectivement, je voyais que les fessiers commençaient à se développer, se développer. Et tu vois, c'est des petites astuces, hein. Mais le mec, il a observé, mais il a tellement eu d'athlètes, le mec, il a fait beaucoup de bêtises, beaucoup d'erreurs, hein. Ben, moi, le premier, hein, j'ai fait énormément d'erreurs. Mais après, il a su rectifier le tir à des moments donnés. Et il va avoir cette petite expérience, pardon, cette grande expérience, mais qui, au fur et à mesure, si en plus tu dis ça avec l'esprit scientifique, hein, ben, automatiquement, derrière, tu peux vraiment performer, quoi. Enfin, amener les athlètes au plus haut niveau. Moi, je pense que il faut mêler les deux, mais il ne faut surtout pas cracher sur le terrain. Et aujourd'hui, malheureusement, il y a des mecs qui vont se battre à coups d'études scientifiques. Tu sais, c'est des matchs d'études, hein. L'autre qui te sort un papier, ouais, mais moi j'ai vu tel papier, ouais, mais moi je te sors ce papier. On l'a eu avec coach Kassem et Brett Contreras. Tu vois qui c'est? Je sais pas si tu vois c'est qui les deux. Brett Ouais, Contreras, c'est Contreras, le ouais, mec du c'est fessier, les là. fessiers, ouais. Voilà. Bon, mais ils se sont entretués. Moi, j'ai vu le podcast, c'est une blague. C'est une blague, le podcast. Franchement, c'est une honte. Ils se sont entretués sur le hip thrust, tu sais. Mais les deux avaient raison. Au final, les deux avaient raison. C'est n'importe quoi de s'entretuer sur ça. En plus, c'est deux mecs intelligents. Et souvent, c'est deux mecs intelligents qui veulent se débunker, tu sais même pas pourquoi. Tu sais, pour du buzz, du bras, tu comprends pas. Et en fait, là, tu es là, alors on te dit, oui, mais c'est le débat qui fait élever le niveau. Non, non. Parce qu'après, ça devenait des attaques personnelles. Après, ils se sont traités d'escrocs, se sont traités de machin, et à la fin, tu le vois bien, sous les terres d'Oran en France, là, tout le monde s'est entretué pour rien. Au final, tu sais, tout le monde s'est entretué. Et après, ça devient personnel. C'est-à-dire, ouais, mais toi, t'es ça, toi, t'es facho, toi, t'es machin. Et les mecs s'entretuent pour rien. T'es dopé, l'autre, t'es pas dopé. Enfin, tu vois, et au final, pour un truc qui devait élever le niveau, ça ne l'élève pas. Ça devient une bagarre de rue, quoi. Et là, Contreras et Coach Kassem, c'est ce qui s'est passé, je trouve. Alors que c'est deux mecs brillants. C'est des mecs que chacun a donné. Alors, je te promets, ils se sont battus dans le podcast à coup d'études. L'autre, il montrait son squelette. Hein. L'autre, il montrait des machins. L'autre, il avait imprimé, s'il te plaît, des études. Et il sortait, regarde là, t'es ça, le docteur machin, le chercheur, ça. Ah, attends, c'était pathétique, hein. Franchement, c'était pas terrible, tu vois. Alors que les deux, et je te promets, c'était sur le Trust que ça a démarré. Et au final, et puis les Ah, mecs, ça n'a pas de sens, ouais. et puis s'il y en a un qui nous dit à nous deux, écoute, moi, ta fente, ben moi je dis que ta fente, ça fait actionner la partie inférieure du grand fessier. Eh ben, si tu veux, mon ami, qu'est-ce que je veux qu'on lui réponde? Si tu veux, voilà, allez, salut. Exactement. Hop, et on continue. Ouais, tu vas pas parler pendant 1 heure et demie d'une fente, Ah ben non, tu c'est vois. sûr. Et, et, T'as pas trop de et, temps à perdre avec ça, quoi. et surtout qu'au final, on sera tous d'accord. Voilà. Est-ce que les Oui, c'est fentes, ça juste, travaille les fessiers? Oui. bien Ah, mais là, sûr. tu vas pas me faire chier parce que ça fait travailler un peu plus le grand glutéal, le machin. C'est bon, hein, ça va, 5 minutes, hein. Il y a C'est d'autres pour, choses à c'est régler. pour c'est pour se donner de l'importance que le personnel, que certains Oui, font après, il y ça, a des gens, quoi. ils veulent paraître brillants. Ça, Ouais. c'est encore autre chose. Mm. Ça, c'est encore autre chose. Mais bon, je veux dire qu'effectivement, c'est bien le débat, mais il faut que le débat élève. Et après moi, franchement, quelqu'un qui. Après, moi, je fais un live, hein, c'est pas compliqué, hein. On se met, on se parle, on discute, on échange. Et moi, j'ai live, j'en fais tous les jours, hein. Et toi et moi, ouais, on fait ça toute la journée, coacher des gens, hein. Donc après, tu peux me poser toutes les questions que tu veux. Je te dirai ce que mon expérience personnelle. Après, tu prends ce que tu veux. Ça te va, ça te va, ça te va pas, c'est pareil. Mais je veux dire, voilà, je te dirai ce que j'ai observé. Et tu peux pas me dire que c'est pas Mm. vrai. Après que toi, tu aies une autre opinion, c'est une chose. Mais il faut qu'on se nourrisse les uns des autres. Oui, et puis discuter intelligemment, c'est surtout ça C'est qui est ça, c'est important. Et pas. après, quand des mecs comme toi ont eu énormément d'athlètes entre les mains, voilà, tu sais ce que c'est quand même que le bénéfice-risque sur certaines choses. Et voilà, tu peux pas te permettre de faire n'importe quoi gratuitement, quoi. Et je vais te dire même mieux. Il n'y a pas d'études sur un Dagestanais comme le mien, comme Abdul. Tu vois. C'est-à-dire que moi, tu Exactement. peux me raconter ce que tu veux. Et tu sais, c'était Gundil qui parlait de l'IANE, où le mec il disait qu'il faisait des micro-siestes, tu sais, en entraînement, entre les séries. Il arrivait à s'endormir genre quelques secondes. Et il disait que c'était ultra bénéfique. Et lui, Gundy, dit, ah, mais ça doit être ultra bénéfique. Je me dis, il n'y a pas eu de papier sur le sujet? Il m'a dit, non, pas sur un bodybuilder de 130 kilos. Mais c'est ça, moi, Abdul, il fait des pirouettes, là, il défile loin de la nature, le mec. Il se retourne le genou, il est infatigable, il a une endurance de force incroyable, il a une force max qui est incroyable. C'est pas un mec normal. C'est ça, tu peux me passer tous les papiers du monde. Ça n'a rien à voir avec les mecs que tu as identifiés. Le mien, il est hors norme. Donc, tout ce que tu dis, oui, ça me permet d'avoir une piste de réflexion, certes, mais je ne peux pas l'adapter à lui. Je ne peux pas l'adapter à lui. Attends, tu vas faire des tests sur un mec comme Rabib ou Romero. Non, mais attends, tu as des petits stapsiens, là, ils ont fait des études, on a fait des études sur 6 stapsiens.
quand on fait du squat, par exemple, j'ai une bêtise. Et après, toi et moi, on teste ça sur Romero, mon gars. Il te fait des sauts périlleux, Romero, avec Faut une tester barre sur sur le dos. la commotion cérébrale, lui. Non, mais voilà, tu sais, le mec, il a un coup comme ça. T'as pas vu, il a eu un accident de voiture, hein, le médecin, quand il a vu arriver. Il a dit, non, 99,9% des gens auraient été morts du coup du lapin. Il a rien eu, lui. Il a eu un torticolis, le mec, il a eu une minerve. Je te dis, si tu fais des tests sur un mannequin, il te dira que c'est impossible qu'il ait survécu. Mais lui, il a survécu, parce qu'il n'a pas de coup. Le mec est comme ça. Mais voilà, mais t'as des mecs, c'est des anomalies, malheureusement. Hein. Et donc, c'est vrai que ça force beaucoup de choses, quoi. Donc, c'est à nous Ah, mais d'observer sur le terrain. c'est intéressant, ouais. Carrément. Carrément très intéressant, ça. Comment tu gères ton, justement, le distanciel qui aujourd'hui prend une part importante dans ton travail et dans le mien aussi? C'est, voilà, on se développe avec les outils actuels. C'est important, ça te permet de toucher plus de monde, etc. Et puis, quand il y a des pandémies comme celle qu'il y a eu il y a 2 ans, on n'est jamais à l'abri qu'il y en ait une nouvelle. Donc, c'est un outil qui te permet quand même de travailler malgré tout ça. Comment tu gères pour réussir à individualiser tes suivis et voilà, encore une fois, réussir à faire 10 000 choses à la fois, parce que tu fais plein de trucs à la fois, les journées ne font que 24 heures. Comment tu gères ça? Je suis très bien organisé. C'est-à-dire qu'en fait, le matin, j'ai 1 heure consacrée à ça. À ma pause, j'ai 1 heure à 14 heures, pareil. Et après, le soir, j'ai 1 heure aussi. Donc, ça va très, très vite, en fait. Parce que quand tu es organisé, j'essaye surtout de ne pas me désorganiser. Parce que sinon, tu es mort. Hein. Là, c'est foutu. Donc, en fait, j'ai des heures. C'est-à-dire que quoi que je fasse, hein, je arrête. Hein. C'est-à-dire, je vais arrêter. Bon, je pose mon téléphone, bon, et hop, je sais que là, c'est mon heure du coaching à distance. Hein, tu vois, par exemple. Hein. Après, là, j'ai tellement de contenu maintenant que j'ai fait que ça va beaucoup plus rapidement. C'est-à-dire que maintenant, j'ai ma vision réellement. Ça fait tellement longtemps que je fais ça que j'ai genre, avant, j'avais 500 protocoles. Je dois être pas loin de 1000 protocoles déjà, à peu près là. Donc, j'ai 1000 protocoles à peu près différents. euh, pour les gauchers, les droitiers, les petits, les grands, ceux qui ont des fémurs longs, ceux qui ont des tibias courts. Enfin, bref, j'ai déjà tout. Donc, en fait, j'ai des dossiers dans mon ordi hein, pour donner une idée. Et si j'ai un mec qui ressemble à un mec que j'ai déjà eu, hop, je vais hop, déjà, et j'ai déjà ma base. Et après, en fonction du matériel qu'il va avoir, en fonction de ses objectifs, ben là, je vais bifurquer. Mais le choix des exercices, le choix de ma philosophie, on va dire, de départ, elle est déjà faite. Donc, je gagne un temps qui est considérable, tu vois. Et surtout, je sais faire maintenant. Je vais beaucoup plus vite. Tu sais, avant, je mettais longtemps à créer un programme. Maintenant, ça va très, très, très vite. Parce que je fais ça depuis tellement longtemps que, tu sais, pour faire mes contenus, tout, ça va beaucoup plus rapidement. Et j'ai tourné énormément de vidéos aussi pour mes élèves. Donc, en fait, il y a beaucoup d'explications. J'ai pas besoin d'y revenir dessus aussi. Le plus dur, c'est pas ça. Le plus dur, c'est pas la conception de programme. Je ne vais pas te cacher. Ça, franchement, quand tu es habitué, c'est facile. Le plus dur, et là, je C'est pense dur que au tu vas début. être. Ouais. Et le plus dur, tu vas me dire, je suis à 100% d'accord avec toi, c'est le suivi. C'est de répondre à tout le monde. C'est le plus dur. Exactement. C'est ça, être un coach. Moi, aujourd'hui, je réponds à tout le monde tous les jours. Bon, je me fais pas harceler, hein, mais ça, c'est dur. Réadapter, trouver des solutions quand ça stagne et tout. Ça, c'est dur. C'est ça Et le puis véritable suivi. maintenant, avec les vocaux, c'est dur. Hein. Heureusement que WhatsApp, il lit plus vite que tu peux Ah non, mais accélérer moi, la vitesse de lecture sur WhatsApp. Hein. en général, je leur dis de m'écrire. Je veux plus Ouais, qu'ils fassent de vocaux. Moi, je ouais, c'est réponds en dur. vocaux, mais eux, ils m'écrivent. Mm. Là, oui, parce que non, 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 sinon je peux pas. Parce qu'en même, comme je travaille sur Mac, après mes programmes, il faut que j'ai une trace écrite, tu sais, Oui, de bien ce sûr. que, de ce qu'il Mm. fait. Mais par contre, voilà, après, j'ai une super équipe, je m'implique. Mais le plus important dans le suivi, je le dis toujours, c'est pas le programme. Le plus important, c'est de les suivre, de les accompagner. C'est-à-dire que si toi, mettons, tu as une problématique, tu dis Clément, bah, je me suis fait mal à l'épaule l'entraînement, je dois être capable de trouver une solution. Tu me dis Clément, j'arrive pas à perdre de poids, je stagne, je dois être capable de faire une solution. C'est ça le suivi. Pour moi, c'est ça qui me prend le plus de temps. Hein. C'est pas du tout la conception du programme. Ce qui me prend du temps, c'est de suivre les gens. Tu vois. Et c'est ça qui est le plus dur. Et c'est pour ça qu'il y a énormément de coachs aujourd'hui, même je pense 80, des coachs un peu connus, hein, je te parle, hein, des gens du monde qui les suivent. Je ne te parle pas du mec à un mec. Mais les gens qui ont beaucoup de personnes, hein, c'est par mail qu'ils échangent. Il n'y a plus de WhatsApp. C'est par mail et c'est une fois par semaine qu'ils te répondent. Parce qu'ils n'y arrivent plus. Ils n'y arrivent pas. Oui, bien Moi, je sûr. préfère arrêter, tu vois, mes enregistrements. Et après, je reprendrai quand j'aurai de la place. Et sûr, je fais ça, quoi. Quand je vois que j'ai trop de monde. Bon, après, maintenant, comme maintenant on est deux, ben, ça va plus vite, quoi. Tu vois. Et je délègue l'émission et tout. Et puis, je te dis, je m'implique énormément dans ça et j'adore. Donc, je le vois moins. Peut-être que dans des années, je te dirai, j'aurai un discours qui sera totalement différent. Peut-être que je te dirai, non, j'ai arrêté. Parce que j'ai plein de coachs, plein de potes à moi qui ont arrêté, hein, le coaching à distance. Ils sont devenus fous. Il m'a dit que moi, je suis un psy. Je Faut suis être devenu un psy. organisé, comme tu as dit, il faut être organisé. Si tu n'es pas organisé et que tu réponds un peu partout, tout le temps, et que tu prends n'importe quel moment pour. C'est l'enfer. Non, non, moi, je me L'enfer. connecte le matin. En général, je réponds. Après, Mm. voilà. Après, je traite. Mais après, ils ne sont pas des questions tous les jours, hein. Mais Ah, il y en a voilà, qui du sont moment. demandeurs quand même. Après, je pense que tu as tout type de personnes. Tu as des gens qui te Oui, oui, disent oui. rien et tu as des gens qui t'envoient des messages 2 fois par jour. Mais c'est surtout que, non, moi, j'ai pire que ça. C'est-à-dire, j'ai des gens qui me parlent de totalement autre chose.
C'est ça le pire. C'est parce que t'es trop sympa, c'est pour ça. Ça, c'est dédicace à mon T'as Jay, là. Il va m'écouter, là. t'as Jay. trop de sujets de discussion. Jay, il me rend fou. Jay, déjà, il m'écrit sur tous mes comptes. Et en plus, il me parle de trucs de fou. C'est-à-dire qu'il m'envoie des réels rigolos. Des trucs qui n'ont rien à voir. Alors moi, je pense qu'il veut une requête pour le coaching, mais en fait, il m'envoie un mec en train de manger des tartes ou des hamburgers, tu vois, un truc qui n'a rien à voir, quoi. Et voilà. Et donc, ça, c'est vrai. Mais après, ça devient des potes, hein, aussi. Hein. C'est normal, hein. Tu te lis d'amitié avec les gens. Mais voilà. Et ça, je l'ai appris du coach qui m'avait coaché, du coup, pour le bodybuilding, parce qu'il était dispo, tu vois. Enfin, il ne me répondait pas tous les jours, mais de temps en temps, tu vois, enfin, il me répondait toutes les semaines, j'avais ma réponse, quoi. Je faisais une liste de questions, hop, j'ai envoyé, hop, après, hop, il me répondait à tout ce que j'avais, toutes les questions que j'avais, tu vois. Parce qu'il y a beaucoup de coachs qui ne répondent plus, hein, dorénavant. D'ailleurs, moi, j'en récupéré beaucoup d'élèves qui me disent, ah, moi, j'ai pris tel coach, tel coach, tel coach. Eh, il m'a jamais répondu, ouais, il me répondait vite fait, quoi. Tu vois. Là, ils échangent, moi, tu vois, je parle avec les gens, quoi. Mais après, c'est sûr qu'un mec, je sais pas, je dis une bêtise, mais un mec comme Thibaut Inche, il ne peut pas faire ça, quoi. Ah bah non. Non, Bon, de mais toute façon, voilà, oui, c'est parce qu'il il sait que c'est trop chronophage pour vis-à-vis de ce qu'il a à faire. et après, Après, je c'est un pense que kiff ou pas, hein. oui, mais après, je peux comprendre. Je te dis, moi, des potes à moi, j'en ai trois qui ont arrêté parce qu'ils devenaient fous, quoi. Ils me disent, je suis pas un psy, quoi. Tu vois, ils devenaient dingues, quoi. Parce que moi, je te dis franchement, alors je sais pas si toi c'est pareil. Moi, ils m'écrivent à 23h le dimanche soir, hein. Ah oui, moi, les gens, bah, moi, les gens, tu vois, je leur dis, vous m'écrivez quand vous voulez et je vous lirai pas tout de suite, mais voilà, les gens, Ouais. ils écrivent quand ils font leur séance. En ce moment, j'ai pas mal de forceux, des gens qui font du power. Eux, je sais pas pourquoi ils kiffent s'entraîner à 23h minuit. Ils sont bizarres dans cette Non, mais moi, discipline. ils me mettent des points d'interrogation quand je réponds pas, 10 minutes Ok, après, le dimanche ok. soir à 23h. Alors moi, ça va, ils savent que je réponds 24, Non, j'ai mais 24 heures pour ils répondre. rigolent parce que le lendemain, je réponds. Mais des fois, c'est vrai que ça me fait rire, quoi. Tu vois. Non, mais voilà. Ouais, Bon, après, moi, je dis, je kiffe. Tant que je kiffe, c'est le plus important. Après, le jour, peut-être carrément. que je kifferai pas, kifferai moins, mais je passerai à autre chose. Ouais, bien sûr, bien sûr. C'est comme tout, c'est des cycles. Et puis voilà, tu fais ce qu'il y a à faire sur le moment T, quoi. Et Ouais, c'est ça. puis, Et je trouve que c'est kiffant parce que j'entraîne les gens de partout, donc ça, c'est génial. t'en faisais déjà avant le Covid? Oui. Ouais, ok. Ah, mais pas du tout le même format. J'étais à l'ancienne, tu vois. Voilà. Mais après, Comment t'as rebondi justement sur cette période-là, hein, le premier confinement? je Qu'est-ce suis que, resté. qu'est-ce, qu'est-ce que tu t'es dit quand il y a eu, voilà, pas le droit d'aller dans les salles, t'es chez toi, comment t'as fait fonctionner le business, quoi? J'ai dit que j'allais couler comme le Titanic parce que j'avais commandé toutes mes machines au moment où il y a eu le Covid. J'ai dit, ça y est, je suis mort. J'ai dit, Fred, oh purée, c'était beau quand même ce qu'on a créé et tout. On va couler, quoi. Et en fait, on avait tout, avait déjà payé et tout. On allait recevoir les machines, mais c'était trop tard pour faire marche arrière. Et on ne savait pas si les salles allaient rouvrir. Et du coup, ce qui s'est passé, comme on faisait quasiment que des cours particuliers, nous, eh bien, après le premier confinement, on a ouvert qu'en particulier. Donc la salle était fermée, mais bon, elle était ouverte, quoi. C'est ce qui nous a permis de survivre, hein. Sinon, on était morts. Mais après, non, après, ça allait. Du coup, ça allait. Mais c'est vrai qu'on a eu peur, hein. On a eu des moments où on s'est dit, oh, ça y est, je suis foutu, quoi. J'ai eu peur qu'on coule, hein, franchement, hein. Mais bon, Ouais, c'est sûr que c'est pas facile comme. Bon, après, au final, t'as rebondi, hein. oui, oui, mais je te dis, ça a été. Après, je me suis focalisé du coup à m'améliorer sur le coaching à distance. J'ai commencé à vraiment faire beaucoup de live Instagram, encore plus faire de podcasts et tout. Donc, d'un côté, non, moi, ça m'a été beaucoup plus bénéfique que négatif, le Covid. Franchement, j'ai pu encore plus me documenter et tout. Je me suis remis la tête dans le guidon. En plus, je suis un positif, moi. Je suis un mec optimiste. Donc voilà, mais c'est vrai que quand j'ai eu toutes les machines, en plus, elles n'arrivaient pas au bon moment et tout. Parce qu'on avait des gros problèmes de transport, du coup, avec le Covid. C'est vrai qu'à un moment donné, j'ai dit, on va pas couler, quoi. C'est tout de fou, tu vois. Mais bon, après, ça allait, ça l'a fait, quoi. Mais c'est vrai que ça a été très difficile pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes, hein. Moi, tu vois, je suis persuadé que, comme tout dans la vie, ceux qui arrivent à s'adapter sont ceux qui prouvent que bah, tout n'est qu'une question d'adaptation, hein. C'est comme dans le sport, tu t'adaptes aux contraintes. Voilà, tu t'adaptes à ce qui est en face de toi. Et puis, généralement, ça fonctionne, hein. Quand tu t'adaptes, il y a pas de souci. Je trouve toujours une solution quand tu es positif, comme tu as dit, et que tu n'es pas là à te morfondre et à dire ah, c'est l'enfer, voilà, ils nous ont confinés, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire, etc. Il y a toujours un truc à faire. Nous, ça a été c'est pas la période la plus faste, parce que je ne vais pas mentir non plus, ça a bien évolué depuis, mais c'est là où vraiment le projet il a explosé en termes de croissance, parce qu'on a pris les choses du bon côté. Et pareil, on a pris plus de temps pour se former sur les réseaux, sur pas mal de choses. Et c'était le moment, quoi. Mais on n'a pas le choix, hein, surtout en plus, hein, quand tu n'as pas le choix. Mais voilà, moi, c'est pareil. Ça a été un Sinon, tu tournant, t'ennuies, hein. quoi. Ouais, bah, nous Ça a été un aussi. tournant, Mm. vraiment pour nous. Pareil, sur les réseaux et tout, on a explosé à ce moment-là, à peu près, quoi. Bon, on a explosé, Oui, on n'est pas Siméon Panda, mais voilà, quoi. ah, On il a s'est des bien, sacrés clavicules, lui. Pour ça, voilà. c'est pour ça qu'il a explosé, lui. Donc voilà. Non, mais après, voilà. Mais c'est vrai que non, non, il faut voir le positif dans le négatif, on va dire. Exactement.
Clément, on va passer à l'avant-dernière partie de ce podcast. Je vais te lister une liste, du coup, de valeurs. Des valeurs, c'est des mots sur lesquels tu mets des choses qui te sont chères ou qui te représentent. C'est comme tu veux. Il y en a qui vont résonner en toi. Tu m'en gardes trois parmi toutes celles que je vais te proposer. Je vais t'en proposer à peu près une vingtaine. Tu peux noter si tu veux, mais je pense qu'il y en a qui vont faire tilt et peut-être que tu connais déjà tes valeurs. À mon avis, tu les connais déjà. Peut-être qu'elles ne seront pas dedans, mais il y a des mots qui vont résonner en toi. T'es prêt? Vas-y. Allez, let's go. Ambition, amour, authenticité, combativité, courage, efficacité, équilibre, excellence, exemplarité, famille, intelligence, justice, liberté, pédagogie, performance, professionnalisme, travail. Et en dernier, je vais te mettre vaillance. Si tu devais m'en garder trois parmi tout cela, je sais que c'est dur, il y en a qui se recoupent, mais si tu devais garder trois qui te sautent aux oreilles. Exemplarité, Ok. combativité et exemplarité, combativité et authenticité. C'est quoi l'exemplarité selon toi? Montrer l'exemple à ses élèves. Montrer l'exemple en me remettant en question, tu vois, en étant déter, quoi. Je trouve que c'est. J'ai déjà été questionné sur ça et un peu attaqué, où je disais que je peux pas aller voir un nutritionniste si il est pas en shape, tu vois. Et les gens m'ont dit, ouais, mais ça veut rien dire. Oui, ça veut rien dire. Mais pour moi, c'est une preuve que le mec, il est capable d'appliquer ce qu'il est capable de nous transmettre. J'ai énormément de difficultés à croire aux gens qui sont pas capables d'appliquer pour eux-mêmes. C'est un peu comme le mec qui te dit de comment devenir riche, mais qu'il est pauvre. J'ai énormément de difficultés. Je te dis pas qu'il va pas te donner des bons conseils, hein, parce que théoriquement, oui. Je vais pas faire le débile. Théoriquement, il pourrait me donner des meilleurs conseils. Mais c'est des croyances. Et j'ai compris avec le temps que c'est le plus important, c'est de croire. C'est pas la méthode, c'est pas le chemin, c'est pas vrai. C'est de croire. Et quelqu'un qui croit, même s'il est maladroit, il va y arriver. C'est l'adhésion. Peu importe, que ce soit aussi bien sportif que professionnel. Donc c'est ça pour moi l'exemple. C'est montrer l'exemple aux gens que c'est possible. Il y a combativité, bon, après c'est être combatif, hein, quand tu es entrepreneur, parce qu'on est des entrepreneurs, tu vois. Ça c'est clair. Et l'authenticité, ben, après c'est le personnage, tu vois. Je ne vais pas faire le mec, je ne vais pas te dire amour, famille pour faire le mec. Non, non, ça c'est ce qui me représente. Personnellement, je parle en tout cas. Après, au final, tu vois, j'en ai un qui revient souvent, les gens me le disent souvent, c'est amour, mais amour de ce qu'on fait. Tu vois, il y a quasi personne qui m'a dit amour et qui me l'a défini comme ouais, être amoureux, des trucs comme ça. C'est vraiment l'amour du, Oui, du, oui, du, oui. du travail et de ce qui te motive. Il faut aimer ce que tu fais. Évidemment, t'aimes ce que tu fais. Donc, ça va avec. Mais effectivement, ces trois valeurs te représentent bien. C'est très intéressant. Et voilà, ça fait de toi qui tu es. Évidemment, tu en as plein d'autres, c'est certain. Mais je suis bien d'accord avec tout ce que tu as dit. Faut montrer l'exemple. Et puis, quand tu es authentique, tu montres l'exemple de toute façon. Oui, c'est ça. Ça, c'est super important et tu en es un bon exemple parce que je pense que tes athlètes te font confiance, entre autres, pour tes qualités de coach, mais pour tout ce qui va avec autour, c'est walk your talk. Hein. Enfin, voilà, tu fais ce que tu dis, quoi. Et ça, c'est super important pour n'importe quel accompagnant, en fait, Ouais, tout ouais, moi, simplement. je trouve également. Mm. C'est vraiment la base. Dernière petite rubrique, ça va être un peu plus fun, un peu moins de réflexion. Je vais te donner deux choix. Sans réfléchir, tu choisis celui qui te paraît le plus évident. T'es prêt? Allez. Allez, c'est parti. Présentiel ou distanciel pour le coaching? Ouh, distanciel. Pied-point ou grappling? Grappling. Pizza ou burger? Ah, j'ai peur Allez, là, j'ai peur de burger, ta réponse. burger, burger, Ah! burger. Ah, burger. Ok, ok, un Américain avec nous. Squat ou deadlift? Aucun des Aucun deux? des deux, j'ai. J'en étais sûr. Oui, J'en tu le étais sûr. savais. Non, mais après, si je devrais en choisir un, peut-être le squat. Oui, j'ai un physique de squatteur, de toute manière, hein.
Je rebondis direct, même si j'ai d'autres choix à te proposer après. Comment elle s'appelle ta machine de l'enfer, là, où tu as les pieds dans des cale-pieds de vélo, là? Un Kaiser. Un Ouais, Kaiser. c'est un Kaiser, mais Ouais. le Le nom de la runner. machine. Le runner, Ok, je crois. Ouais, c'est le ok. runner. Ouais. Ah, ça a l'air incroyable, ça. Ah, c'est Très top. intéressant. Dernière question. Connor ou Khabib? Ah, Connor. Connor, pas l'humain, j'irais dire peut-être Habib, mais Connor parce que c'est le rêve, c'est le rêve, quoi. Ouais, puis en vrai, au final, les deux, on les connaît pas. Ça se trouve, les deux, c'est des super humains, tu vois. Oui, oui, non, mais c'est pas ça. Ou pas, mais En fait, il m'inspire par le travail, Rabib, mais Connor, il m'inspire par comment ça s'appelle, par ce qu'il a accompli, fait, parce qu'il est. C'est incroyable. C'est- Il n'y aurait pas eu de Connor, de toute façon, il n'y aurait pas Connor, il n'y aurait quasiment pas Rabib, malheureusement. C'est-à-dire qu'il n'aurait pas été connu comme il est maintenant. c'est possible. Connor nous a fait C'est. exploser le. Ah non, non, mais Mm. c'est sûr, certain. Cormier lui Ouais, dit, tu sais, Cormier, c'est son pote, Rabib. Il fait que lui dire, t'es connu grâce à Connor. Mais parce que c'est vrai, Connor, il rend un mec, il fait de toi une star. Connor, c'est un truc de fou. Connor, c'est le mec qui. C'est pas une question de style, là, hein, je parle, c'est le mec qui est arrivé, qui a dit je vais éclater tout le monde et tout, qui a éclaté tout le monde. C'était incroyable, quoi, parce qu'on n'a jamais vu un mec parler autant et faire autant, quoi. Et bon, après, il a eu une descente un peu aux enfers, hein, comme un peu tout, hein, comme tout le monde. Mais c'est une histoire à la Tyson, tu vois. C'est des trucs que j'adore, hein. C'est une histoire hollywoodienne, Connor, c'est incroyable. Et il était plombier, hein. Non, c'est un truc mm, de fou. C'est un truc de mm. fou. Le personnage, les entrées, et même, tu sais, ce personnage un peu sulfureux et tout, ça, Nicole, on est toujours plus fan des mecs un peu comme ça, tu vois. C'est Mais après, sûr. moi, mon Ouais. combattant Ou préféré, on les déteste, tu vois. Ou on les déteste, ouais, mais mais moi, mon combattant préféré, c'est plus un mec dans l'esprit de Rabib, c'est Georges Saint-Pierre, tu vois, par exemple. voilà, magnifique. D'ailleurs, tous ceux qui nous écoutent, lisez le livre de Georges Saint-Pierre. Il est incroyable. C'est un très petit livre qui se lit très vite. Mais Je sais plus Connor, je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est un très je- bon livre. ouais, Maîtriser sa peur ou un truc comme ouais, ouais, ça. un truc comme ça. Franchement, c'est vraiment très bien. Mais Connor, c'est ce qu'il a fait pour le MMA, en fait. Ce Mm, qu'il représente. C'est une carrément. star qui a dépassé les frontières du MMA. C'est une star. Et rien que pour ça, c'est notre première icône, quoi, hein, de notre C'est vrai. discipline. Réellement, hein, je te parle à cette Ouais, bien ampleur-là, sûr, hein. bien sûr. Non, mais il n'y a rien à dire de Il a toute été façon. numéro un sur Forbes. Les gens vont dire, oui, mais ça n'a rien à voir. Oui, mais si, si, si. Ça veut dire qu'il a fait passer le MMA dans encore une autre dimension, quoi. Un sport qui était Tu vois, mineur, un personnage majeur de c'est ça. l'industrie mondiale, quoi. C'est Exactement. incroyable. Bon, Connor, si tu nous écoutes, comme tout Palavas les flots pour t'entraîner Ouais, c'est ça. avec Clément, C'est ça. ça serait pas mal. Bon, les amis, si vous avez kiffé l'épisode, je pense que vous avez kiffé l'épisode parce que vous en êtes encore là. Allez suivre Clément si c'est pas déjà le cas. Donc, Clément Marcoux sur Instagram, sur YouTube aussi, sur TikTok aussi, je pense. Oui, 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 Ça doit j'essaie être de là. développer mon TikTok, mais c'est dur. Ça doit être la même. Ah, ça va venir. Je pense on n'a pas la fibre TikTok encore, mais on va C'est y chaud, là. arriver. Je suis persuadé qu'on va y arriver. Il faut être impactant sur le début de la vidéo. C'est ça qui fonctionne bien. Merci pour ton temps. Vraiment, c'était cool. Merci à toi. Je pense que voilà, je sais pas combien de temps on a fait, au moins 1 heure et demie. Je pense qu'on pourrait discuter 3 heures, mais bon, au bout d'un moment, les épisodes très longs, les gens ils en ont marre, ils les écoutent pas jusqu'à la fin. Encore une fois, si vous êtes là, notez l'épisode sur Spotify, sur Deezer, ce que vous voulez, mettez 5 étoiles pour le podcast, ça nous aide à être mieux référencés. C'est un petit geste, mais ça nous permet voilà, de vous produire du contenu gratuit comme ça qui est intéressant et qui vous motive. Je l'espère encore une fois, aller donner de la force à Clément. C'est quelqu'un qui fait ce qu'il dit et qui véhicule que des bonnes vibes et de la qualité. Donc voilà, merci encore à toi pour le temps pris. Et puis, je te souhaite une bonne soirée. Je sais pas si tu vas entraîner quelqu'un, si tu vas Non, t'entraîner, ça si y tu est, rentres chez là, ils toi, sont c'est en train fini. de taper à côté comme des malades. Je finis dans 20 minutes. Nickel, Super. nickel. Ben, Fin merci de à toi, en journée. tout cas, pour Ouais, Clément, merci l'invitation. beaucoup. Et les amis, n'oubliez pas, prenez soin de vous, entraînez-vous intelligemment et faites ce qui est bon pour vous et pour le monde surtout. Salut tout le monde.